qu'est une méthode Delors? Oh, il y a une méthode qui est commune à plusieurs hommes qui ont compté pour l'Europe. C'est-à-dire, c'est la méthode de l'engrenage. Il faut donner aux chefs d'État, à ceux qui décident, l'impression que ce sont eux qui l'ont voulu, que c'est dans l'intérêt de leur pays et qu'ils puissent en tirer les profits politiques. Des visages familiers mais vieillis réapparaissent le temps d'un hommage. Les visages d'une certaine Europe, celle de Jacques Delors. Mais de quelle Europe était-il le père? Pour le comprendre, il faut remonter près de 70 ans en arrière. Vous direz oui, oui à l'avenir de vos enfants, oui à la France, oui à l'Europe. Vive l'amitié franco-allemande. Ce texte constitue un progrès dans la voie nécessaire de l'union politique et de l'union monétaire. La concurrence, oui. La concurrence déloyale, non. Nous appliquons à faire sortir l'Europe unie du domaine de l'idéologie et de la technocratie et à la faire entrer dans celui de la réalité, c'est-à-dire de la politique. Nous avons, pour notre part, fait en sorte que la grave omission du traité de Rome à cet égard fut réparée pour l'essentiel. Nous n'avons pas consenti à développer un marché commun qui n'engloberait pas l'agriculture et où la France, pays agricole en même temps qu'industriel, verrait son équilibre économique, social, financier bouleversé de fond en comble. En 1958, le général de Gaulle, arrivé au pouvoir, conditionne le maintien de la France dans le traité de Rome à la création d'une politique agricole commune pour permettre à la France d'écouler sa production agricole. Nous ne pouvons pas concevoir et nous ne voulons pas concevoir un marché commun dans lequel l'agriculture française ne trouvera pas des débouchés à la mesure de sa production. En 1965, sur fond de désaccord avec la Commission et refusant la fin du vote à l'unanimité, une crise éclate. Le général de Gaulle demande à l'ensemble de la délégation française de rentrer à Paris. C'est la crise de la chaise vide. 6 mois plus tard, un compromis est trouvé à Luxembourg. Un État pourra toujours mettre son veto à une décision qu'il juge comme allant contre ses intérêts vitaux. Le volet supranational ne sera pas le seul que le général de Gaulle refusera d'appliquer. Pour mener sa politique industrielle, la France violera systématiquement pendant près de 15 ans les règles de concurrence prévues par le traité. L'application limitée du traité de Rome à son volet commercial sera un succès économique pour la France, dont les échanges avec ses voisins seront stimulés. Malgré une volonté de relancer la construction européenne dans un sens plus supranational, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing feront face à une série de crises bloquant tout progrès. Crise monétaire, crise de la sidérurgie, choc pétrolier. Pendant près de 10 ans, le projet européen est à l'arrêt. C'est dans ce contexte que Jacques Delors, l'homme du tournant de la rigueur, est nommé président de la Commission européenne en 1985. Soutenu par François Mitterrand, il veut relancer la construction européenne.
Avec le commissaire européen Lord Cockfield, ancien ministre de Margaret Thatcher, il va proposer un Big Bang libéral du traité de Rome. Mais cette idée ne venait pas de nulle part. Because before, the whole European integration process had really stagnated, and there was a lot of pessimism and a lot of negativity and a lot of dissensus and disagreement between governments. And in 1982, for instance, on the cover of The Economist, the European community, I think it was in 1982, was pronounced dead. It said, European community, rest in peace. No one believed in the European project anymore, it seemed. But some people still did. An important group of people were actually the leaders of Europe's largest corporations, which were unified in this newly founded European Roundtable of Industrialists. L'idée d'un marché unique a en réalité été émise un an plus tôt par un groupe d'industriels organisé sous le nom de Table ronde des industriels, l'ERT. En 1984, ce lobby, le plus puissant d'Europe, réunissait 45 capitaines d'industrie. And the ERT made this argument very successfully that this is what business and what European economy indeed as a whole needed. Given the rising competition from Japan, given the competition on the world market, they needed to unify that internal market. So I think they set the agenda, they put it on the agenda, they created this consensus in favor of this idea to finally abolish the economic frontiers within Europe and create an internal unified market as a strong home market for Europe's multinationals. These people in their home countries, like from Philips, Vissot-Decker, others in France, in other countries, they try to set the agenda for this idea. They influence their own policymakers, their own politicians, their own prime ministers, but they also put it on the agenda of the European Commission. Jacques Delors préparera un livre blanc suivi d'un projet de traité, l'acte unique, reprenant l'ensemble des propositions de l'ERT. In the case of the Single European Act, this was also very clear. So the Single European Act was based on the Commission white paper, indeed, from 1985, from Delors or from the Internal Market Commissioner, Lord Cockfield, as you mentioned. And basically, the proposals that were made in that white paper were the proposals that had been proposed by the ERT. Of course, there were some sort of slight differences or different wordings, but it was in essence really the same. Ni Delors ni l'ERT ne cacheront jamais le rôle de la table ronde dans l'élaboration de l'acte unique. La Round Table des industriels m'a toujours aidé. Dès 1985, elle a été la première à supporter ma proposition de l'objectif 1992. Elle a été la première à publier un rapport Missing Links qui montrait l'importance des infrastructures, et j'ai encore eu une réunion avec elle il y a quelques jours. Au fil des années et sous l'impulsion de Jacques Delors, un véritable partenariat se nouera entre la Commission et l'ERT, qui jouera un rôle important à chaque étape de la construction européenne. Négocié et signé par les socialistes, le traité d'acte unique sera ratifié sous l'égide de la droite revenue au pouvoir avec la cohabitation. C'est dans l'indifférence totale des médias et dans une assemblée quasiment vide que le traité d'acte unique est ratifié par les députés français, sans que ceux-ci ne se rendent compte qu'ils venaient de ratifier l'un des traités les plus libéraux de l'histoire. Alors qu'il s'agit du premier traité européen adopté sous la Ve République, Jacques Chirac, alors Premier ministre, ne prendra pas la peine de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la Constitution. Chaque norme nationale de protection du consommateur, du travailleur ou de l'environnement doit disparaître pour être remplacée par une norme européenne unique. What was really new is that in the single market project of Europe 1992, they also wanted to abolish so-called non-tariff barriers. So not just create a tariff-free zone of free trade, and then which already they had achieved, but really also abolish those non-tariff barriers and also create common standards, technical standards, product standards, standards with regard to health and safety and environment, etc., so that it could really become a unified European market. And all of these things
were also in the original ERT, European Roundtable proposals, and they were adopted then by the European Commission. Le traité donne 6 ans aux États membres pour harmoniser les normes de l'ensemble des biens et des marchandises circulant dans la communauté. Les chefs d'entreprise se mobilisent pour 1992. Cette date, c'est avant tout un stimulant. Cette date, cela correspond à l'engagement solennel, compris les chefs d'État et de gouvernement, qu'ils ont traduit ensuite dans un traité pour réaliser un vaste espace économique et financier en Europe, susceptible de nous apporter plus de compétitivité, plus de prospérité et plus de croissance. On estime à 300 le nombre de directives devant être adoptées. Pour faciliter l'adoption de ces normes, le traité remet en cause le compromis de Luxembourg arraché par la France avec la crise de la chaise vide. L'unanimité n'est plus requise et dans un certain nombre de domaines, un État souverain peut se voir imposer des lois qu'il n'a pas votées. Et en moins d'1 an, plus de directives sont adoptées que durant les 30 années précédentes d'existence du marché commun. Jamais dans l'histoire des démocraties, autant de normes ont été adoptées sans la consultation ou le vote de parlements nationaux. La perspective de refonte complète des règles régissant le marché d'un continent dans un lieu unique est une aubaine sans précédent pour les lobbyistes. Au lieu de devoir influencer 12 parlements, ils ne devront plus en influencer qu'un seul. Les lobbyistes du monde entier se précipitent à Bruxelles. La perspective européenne, le métier de lobbyiste est un métier qui s'installe avec pignon sur rue en Europe, à Paris, à Bruxelles, à Londres. Ils sont 3000. Oui, 3000 à Bruxelles. Des normes de pollution à la taille des pots de confiture, ils interviennent dans tous les domaines pour influer sur les lois ou les règlements européens et défendre les intérêts des entreprises ou des organismes qu'ils représentent. En moins de 3 ans, Bruxelles devient la capitale internationale du lobbying. Mais l'harmonisation des normes n'est que le premier volet de l'objectif 92 d'établissement d'un marché unique. Au nom de cet objectif, la Commission va se lancer dans une deuxième guerre, celle contre les services publics. Avec l'extension du domaine des directives et la fin des vétos nationaux consacrés par l'acte unique, les directives se voient accorder une nouvelle place dans la construction européenne. Elles seront massivement utilisées par la Commission pour soumettre aux règles de la concurrence les monopoles d'État dans tous les secteurs, énergie, transport, télécommunications. Mais qu'est-ce qu'une directive ? Les directives sont des normes européennes qui doivent être intégrées par les États membres dans leurs droits et auxquelles la Cour de justice européenne va donner une portée non prévue par le traité de Rome, la supériorité sur les lois nationales. Selon l'article 55 de la Constitution française, un traité international est toujours supérieur aux lois. Il n'y avait donc rien d'anormal à considérer le traité de Rome comme supérieur au droit français. Mais la spécificité du traité de Rome par rapport aux autres traités internationaux est qu'il met en place tout un système institutionnel produisant lui-même des lois parallèles à celles des États, les directives et les règlements. En droit français, il existe une hiérarchie des normes avec en son sommet la Constitution. Viennent ensuite les lois organiques, puis les lois et les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Un décret ne peut être contraire à une loi et une loi ne peut être contraire à la Constitution. La question s'est donc posée de savoir où se situait une directive ou un règlement européen dans cette hiérarchie. La Cour de justice européenne, instituée par le traité de Rome, donnera elle-même la réponse. Les directives, les règlements européens et ses propres décisions sont supérieures aux lois nationales, passées et futures. Aucune loi votée par le Parlement français ne peut contredire ni le traité de Rome, ni une directive, ni une décision de la Cour de justice européenne elle-même. La primauté du droit européen sur le droit national, aujourd'hui présenté comme allant de soi et naturel, ne l'était pas pour les juristes de l'époque.
Pendant près de 20 ans, les cours suprêmes des États membres s'opposeront à cette jurisprudence. En France, la Cour de cassation et le Conseil d'État s'y opposent fermement. En 1980, avant son rejet par le Sénat, l'Assemblée nationale adoptera en première lecture un amendement interdisant aux juridictions françaises de reconnaître la primauté du droit européen. Le 20 mai 1989, le Conseil d'État cède et reconnaît finalement la primauté du droit européen sur le droit national. Avec cette jurisprudence, le traité de Rome, mais aussi tous les futurs traités européens, les directives, les règlements, les décisions de la Cour de justice européenne, forment une deuxième constitution, un deuxième bloc de constitutionnalité parallèle de la Ve République. Au préambule de la Constitution rédigée par le Conseil national de la Résistance, faisant de la République une république sociale, le traité de Rome et tout le droit en découlant va former une contre-constitution libérale s'opposant point par point à la vision du Conseil national de la Résistance. Le traité de Rome consacre au rang de liberté fondamentale, avec une valeur constitutionnelle, les libertés de circulation des biens, des capitaux et des services auxquels chaque loi française devra désormais se conformer. But the heart of the problem, the fundamental problem, is that we have basically a European constitution, which is not a constitution about institutional competences or about, like the national constitution, which says something about the relations between government and parliament and the rights of citizens. No, it's a constitution about economic policy, about the single market, about the euro, about what I called before the four freedoms. And freedom sounds very nice and everyone is in favor of freedom, but these are basically market freedoms. These are freedom to freely transact in the market. These are freedoms that above all are the freedoms of firms and of corporations, above all large multinational corporations that operate in the European market, because the butcher or the baker on the corner of the street doesn't benefit much from this. It's large corporations that service the European market or the world market that really benefit from these freedoms. And these freedoms are set in stone, and all the regulations and derivatives that have followed from it, they are very hard to change as well. And then you have the European Court of Justice that interprets the treaties, which is basically this supranational economic constitution, neoliberal economic constitution about economic policies, also has interpreted it in ways and enforced it in ways that has only strengthened this and reinforced this neoliberal character. Est-ce que ce sont ces 4 libertés économiques qui priment finalement sur toutes les dispositions constitutionnelles nationales non économiques? Eh bien, c'est une question de politique et de jurisprudence, encore une fois, parce qu'en effet, on peut s'apercevoir que la Cour de justice tend, et c'est son rôle, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas autre chose que ce qu'on lui a demandé de faire, la Cour de justice tend à privilégier les libertés économiques sur toutes les autres questions, et devant ce phénomène, les juges nationaux, eh bien, parfois, essayent d'opposer une résistance, mais une résistance qui est relativement faible, parce qu'on doit encore se demander s'il y a une vraie volonté d'opposer cette résistance. C'est-à-dire, finalement, si on est d'accord sur les objectifs de l'Union, eh bien, il n'y a pas de raison d'opposer une réelle résistance, sauf à avoir, de temps en temps, j'allais dire, une stratégie de communication en direction des populations, mettant en avant, par exemple, la question de la souveraineté de l'État, même si sur le fond, en réalité, on ne fait toujours qu'appliquer les normes de l'Union européenne. The real problem is that some of the things that should be subject to proper democratic debate are not even debated any longer because they are placed outside the political order. They are placed outside the political order or the order of democratic debate because of this constitutionalization, if you like. It's what one scholar has called neo-constitutionalism. You take it out of politics by putting it into European treaty. And therefore, in our own national parliament, Dutch parliament, we don't even often talk about these things anymore because they are already part of the acquis communautaire of the European treaty and the laws that have followed from it. So it's not discussed because where it should be discussed. And so it's no longer part
of our national democratic debate, but actually it influences our own economic policy making and our own, if you like, socio-economic order, or how we want to manage our economy to a very large extent. Entre 1944 et 1946, pour ne pas laisser la reconstruction du pays au marché, le Conseil national de la résistance avait, par une série de lois et d'ordonnances, procédé à un ensemble de nationalisations. Renault, les grandes compagnies d'assurance, de gaz et d'électricité, ainsi que les banques de dépôt et les houillères. Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. » Et c'est précisément à ces monopoles que la Commission, aidée par la Cour de justice européenne, va s'en prendre. Elle va en effet considérer dans une décision du 19 mars 1991 que la Commission peut unilatéralement adopter des directives sans passer par les États, leur Parlement ou le Parlement européen pour s'attaquer aux monopoles nationaux jugés contraires au traité de Rome. À partir de là, cette jurisprudence servira de menace systématique par la Commission vis-à-vis des États membres qui se verront offrir un choix. Soit ils ouvrent leur service public à la concurrence en décidant entre eux des termes et conditions de cette ouverture, soit la Commission le fait unilatéralement selon ses propres termes et conditions. Nel caso ritardi nell'adozione delle direttive di liberalizzazione dell'energia creino distorsioni concorrenziali, la Commissione è d'accordo nel considerare la possibilità di adottare essa stessa direttive o decisioni sulla base dell'articolo 86 del Trattato Comunità Europea, in particolare il terzo paragrafo. La Commission, s'inspirant de la libéralisation opérée par Margaret Thatcher, proposera dans chaque secteur une série de directives visant à ouvrir les différents monopoles nationaux à la concurrence. Dès le mois de décembre 1993, Gérard Longuet, alors ministre de l'Industrie, prend acte du fait que la loi de 1946, organisant les missions de service public d'EDF, est contraire à l'acte unique et qu'elle doit être modifiée. Malgré tout, hormis le secteur des télécommunications, pendant près de 10 ans, la France utilisera toutes les voies diplomatiques pour défendre ses services publics. Lors de la négociation du traité d'Amsterdam en 1997 et de celui de Nice en 2000, Jacques Chirac tentera d'obtenir une reconnaissance du service public à la française, mais les États membres s'y opposeront. La France n'obtiendra strictement rien. L'Assemblée nationale et le Sénat multiplieront les résolutions adressées à la Commission européenne, les rapports demandant à ce que les services publics ne soient pas remis en cause, mais sans jamais aucun effet. En novembre 1993, un rapport du Sénat dénonçait déjà une approche à la limite du dogmatisme. Le même mois, ainsi qu'en 1995, 1996, 1999, des manifestations et des grèves auront lieu partout en France contre ces projets de libéralisation. Pour les quelques milliers de manifestants de ce matin, c'est un acquis historique qu'ils étaient venus défendre, la nationalisation de 46 et le monopole d'EDF. Rien n'y fera. Imposée par Bruxelles, l'ouverture du marché européen de l'électricité entre en application dès cette année. EDF va perdre le monopole de fourniture du courant électrique instauré en 1946. Jusqu'à présent, les clients, particuliers ou entreprises, n'avaient pas d'autre solution que de se brancher à EDF pour acheter leur courant. Le 12 décembre 1996, lors d'une grande émission de télévision, Jacques Chirac tentera de rassurer les Français sur l'avenir des services publics. Oui, mais demain, il semble que la libéralisation des... Il n'y a pas de libéralisation des grands services publics. La France s'y oppose et ne l'acceptera pas plus pour la poste que pour l'énergie. Ça, c'est un problème spécifique français, c'est le service public à la française. Il ne sera pas mis en cause. Mais à peine une semaine plus tard, le 19 décembre 1996, Jacques Chirac, par la voix de son ministre de l'Industrie, acceptera de voter la directive mettant fin au monopole d'EDF et son ouverture à la concurrence. Au mois de février 2000, les monopoles de GDF, de La Poste et de EDF n'existent plus. Sans faire aucun bilan de cette libéralisation, dès le mois de mars 2000, au Conseil européen de Lisbonne,
la Commission demandera une libéralisation totale des services publics. De nouveaux paquets de directives sont proposés. En 2002, ouverture complète du marché de l'électricité et du gaz aux consommateurs. En 2009, séparation juridique et non plus comptable des activités de production d'électricité et de transport. En 2019, indexation indirecte du prix de l'électricité sur celui du gaz. Devant l'Assemblée nationale, Lionel Jospin rappellera l'origine européenne de cette libéralisation. La construction européenne, fondée sur la libre circulation des biens et des services entre pays européens, a remis en cause le modèle industriel français de monopole qui, dans l'énergie, avait conduit aux organisations d'EDF, de Cogema, de Framatome et du CEA. L'acte unique européen, accepté par le président Mitterrand et le chancelier Kohl, et entré en vigueur en 1987, a inclus les services publics à la française dans le processus d'intégration européenne. La négociation des directives qui s'en est suivie régulant le marché intérieur de l'électricité, qui ont démarré en 1990, ont abouti à un accord en 1996 sous la présidence de Jacques Chirac. Lorsqu'il sera demandé à Nicolas Sarkozy sa position sur la libéralisation du marché de l'électricité, sa réponse sera la suivante. J'ai pas eu de choix. Nous faisons partie de l'Europe. Je suis un Européen convaincu. L'Europe était persuadée qu'il fallait ouvrir à la concurrence. Et d'ailleurs, moi, je suis plus pour la concurrence que pour le monopole, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a un monopole, ça se termine en catastrophe. Bon. Donc, moi, j'assume que je suis pour l'ouverture à la concurrence. Et l'idée qu'on pouvait garder EDF, reine du monde, assis sur le nucléaire, payé par les impôts des Français, sans concurrence et sans qu'aucun fournisseur ne pouvait venir, c'est une idée que je n'approuve pas. Alors, je ne dis pas qu'au NOM, c'est bien, je ne dis pas que les conditions n'ont pas changé. Tout ça, on peut en discuter. C'est un choix c'est un débat tout à fait, à la différence du nucléaire, ce débat-là, il est intellectuel, il est intéressant, il est parfaitement légitime. Il y a ceux qui sont pour la concurrence comme moi, il y a ceux qui ne sont pas pour. D'accord, voilà. Hein? Et donc, j'ai accepté la loi NOM qui nous mettait en conformité avec nos obligations européennes. Faut-il la changer? Peut-être, j'ai pas de problème. Mais sur le raisonnement de base d'ouverture à la concurrence préférable au monopole, bon, moi qui n'ai jamais été un admirateur de Staline, des communistes, du modèle chinois et tout le reste, je vous dis, je suis pour l'ouverture à la concurrence. En 30 ans, les services publics mis en place par le Conseil national de la résistance ne sont plus. Jamais le Parlement français n'aura eu son mot à dire sur la question. Au Conseil des ministres européens, la France, systématiquement en minorité sur ce sujet, sera la première victime de la fin de l'unanimité décidée en 1986 avec l'acte unique. Mais cette libéralisation ne sera pas la seule. L'acte unique prévoit une révolution qu'aucun État, pas même les États-Unis, n'avait autorisée. Les capitaux pourront entrer et sortir librement de chaque État membre, les capitaux circuleront sans contrôle ni autorisation. Helmut Kohl fait de la concrétisation de cette liberté de circulation des capitaux inscrits dans l'acte unique une condition à une éventuelle intégration monétaire. Une directive d'application est adoptée en 1988 et prévoit la liberté de circulation totale des capitaux pour le 1er juillet 1990. Il faut rappeler que le 1er juillet 1990, les capitaux circuleront librement au sein de la communauté européenne. Une coopération financière donc s'impose, sinon c'est vraiment la dérégulation et puis la folie furieuse. C'est pourtant ce qui va se produire. Notre fiscalité sur l'épargne est plus lourde que chez nos partenaires, ce qui risque d'engendrer à terme une évasion qui, dans l'avenir, sera légale cette fois-ci. Le Luxembourg, qui est devenu un paradis fiscal depuis le début des années 80 et qui est membre de la communauté, est à la frontière française et les Français pourront librement y mettre leurs capitaux à l'abri en 1990. Mitterrand, Delors et la commissaire européenne Christiane Scrivener proposent alors une harmonisation des fiscalités de l'épargne pour mettre fin aux paradis fiscaux au sein de la communauté.
la règle de l'unanimité qui avait été supprimée dans un grand nombre de domaines par l'acte unique ne l'avait pas été pour le domaine fiscal. L'Allemagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni sont contre les propositions d'harmonisation. Avant le passage à l'euro, mais la décision finale est celle que nous connaissons. François Mitterrand avait une position, on va dire de gauche, en tout cas française, en disant il faut, avant de faire ce pas décisif, il faut, avant de libéraliser les mouvements de capitaux, qui sont liés à la mondialisation, à l'européanisation, à tout le phénomène d'américano-globalisation des 30 dernières années, il faut harmoniser la fiscalité sur l'épargne. Sinon, il y a évidemment des pays qui vont en tirer profit, d'autres pas du tout. Helmut Kohl s'était engagé à le faire, au début, dans une rencontre où j'étais d'ailleurs, à Évian. Il n'y avait pas que moi, il y avait Jacques Attali, Elisabeth Guigou, etc. Et finalement, Kohl a reculé. Il a reculé parce que il était de bonne foi par rapport à Mitterrand, parce qu'il voulait toujours faire le mieux pour Mitterrand, mais il avait une majorité, il avait la CDU. Et donc l'Allemagne a dit non, ça nous désavantage trop. Donc on n'a pas obtenu la fiscalité, l'harmonisation de la fiscalité. Mais le choix hystérique, c'était est-ce qu'on casse tout à cause de ça, ou est-ce qu'on joue? On y va quand même. Bon, décision historique, on y a été. Les paradis fiscaux sont légalisés en Europe. Les États sont piégés dans la liberté de circulation des capitaux et la concurrence fiscale qui ne peuvent être remises en cause qu'à l'unanimité. Aucun pays par la suite n'acceptera d'abandonner son veto en matière fiscale. La France fera partie de ceux qui, en 1996, lors de la négociation du traité d'Amsterdam, bloqueront le passage à la majorité qualifiée en matière fiscale. En 1998, un dernier espoir naît. L'Allemagne, par la voix de son ministre de l'économie Oskar Lafontaine, soutiendra fermement une harmonisation fiscale en Europe. Heiner Flassbeck, secrétaire d'État à l'économie sous le gouvernement Schröder, a participé au projet d'harmonisation fiscale européen aux côtés d'Oskar Lafontaine. Well, the main idea was that we would have more cooperation and harmonization at the end as a target of taxes in Europe, because there was all the time the fight for lower taxation for companies, mainly for companies. You know, the people were trying to improve their competitiveness by lowering the taxation for companies, which is as such a silly idea, because nobody can win. In the end, it's a race to the bottom, and then at the end, everybody loses in such a race. So, but coming back to why did tax harmonization fail? Well, the main reason was the UK was blocking it fiercely, and Oskar Lafontaine was once called most dangerous man in Europe by The Sun, the British tabloid, because we were talking. We didn't have the idea, but we were talking about some form of tax harmonization. But the Conservatives in the UK, even the Conservatives in the Labour Party, were extremely critical of that and were up in arms, so to say, when we only mentioned. I remember a discussion that we had with Gordon Brown, but then later on the people came out and say, "Oh, these are very bad ideas from the Germans. They want to destroy our tax autonomy," or something like that. Une nouvelle fois, l'harmonisation fiscale échoue à cause du veto britannique. La France n'obtiendra qu'un code de bonne conduite fiscale non contraignant de la part des États membres. En 2004, l'Europe s'élargira à 10 nouveaux États membres sans remettre en cause le principe de l'unanimité en matière fiscale. Ce qui était difficile à obtenir à 12 puis 15 deviendra impossible à 28. Les paradis fiscaux se multiplient dans l'Union européenne et la concurrence fiscale nivelle par le bas les taux d'imposition des sociétés. Pour conserver nos entreprises et en attirer d'autres, c'est sur le taux d'impôt sur les sociétés qu'il faudra agir. Il s'élève en France à 33%, près de 8 points de plus que la moyenne européenne. L'objectif doit être de le ramener à 20%. L'Irlande fera partie des pays à la fiscalité la plus agressive, sans que ces aides européennes ne soient jamais remises en cause.
amende record pour Apple en Europe. Et ce chiffre révélé à cette occasion, c'est le chiffre du scandale. Regardez, 0,005%. C'est le taux d'imposition réel des énormes bénéfices du groupe américain en Europe, prélevés par l'Irlande, avec qui Apple avait noué l'accord dénoncé aujourd'hui. L'Irlande, dont les pratiques de paradis fiscal apparaissent une nouvelle fois au grand jour et qui a fait appel de la condamnation. Anaïs Barr, Valérie Lerouge, Sylvain Winans. Un chèque de 17 milliards d'euros et l'Irlande n'en veut pas. C'est pourtant la somme que le géant Apple doit lui rembourser, car Bruxelles a jugé illégal le cadeau fiscal offert au géant américain. Mais l'Irlande assume ce cadeau et son image de paradis fiscal. Je suis en désaccord avec la Commission et je vais proposer au gouvernement de faire appel de cette décision. Renoncer aux recettes fiscales pour attirer les entreprises, c'est toute la stratégie de l'Irlande. L'impôt sur les sociétés est parmi les plus bas d'Europe, à 12,5%, bien moins élevé qu'en France où il atteint 33%. Il faut davantage d'harmonisation sociale, davantage d'harmonisation fiscale et davantage d'harmonisation économique. Il est temps maintenant qu'on arrête et qu'on se mette sur des règles communes et une harmonisation sociale. J'ajouterai même le débat sur l'harmonisation fiscale. Il faut faire l'harmonisation fiscale et sociale. Il faut la faire. Il faut mettre sur la table un agenda, un calendrier, en disant voilà, à 5 ans, à 10 ans, nous aurons le même impôt sur les sociétés au sein de la zone euro. C'est un scandale européen. Pour être honnête, c'est un scandale européen parce que aujourd'hui l'unanimité en matière fiscale, c'est une aberration. C'était un domaine de souveraineté absolue des États. Maintenant, quand on a la même monnaie, quand on a le même budget en partie, quand on coordonne nos politiques, etc., on ne peut pas avoir des blocages d'un ou deux pays sur la fiscalité. La liberté de circulation des capitaux permettra également aux capitaux étrangers de racheter les entreprises européennes. Avec la libre circulation des capitaux à l'échelle planétaire, une des conséquences qu'il faut accepter, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent en mouvement dans le monde entier. Les ordres d'achat arrivent et repartent et on ne sait même pas à qui on a affaire. Multinationales, fonds de retraites américains et japonais, grosses fortunes, Londres est devenu un véritable porte-avions pour la finance mondiale. Un à un, les fleurons européens et français seront rachetés par des entreprises et investisseurs américains. Il faudra attendre un décret de Thierry Breton en 2005 et un renforcement de ce décret par Arnaud Montebourg en 2014 pour qu'un véritable contrôle des capitaux étrangers soit rétabli en France. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. La France, prête à tout pour faire la monnaie unique, a accepté la liberté de circulation des capitaux sans l'harmonisation fiscale préalable. L'Europe est devenue la zone à mouvement de capitaux la plus libéralisée du monde devant les États-Unis.
En parallèle de la libéralisation des services publics et de celle des mouvements de capitaux, la Commission s'engagera dans une politique de libéralisation sans précédent de son commerce, faisant de l'Europe la zone la plus ouverte du monde. This idea of a European level protectionism, that never materialized. And then also it was no longer talked about in the 1990s. Then actually the focus really shifted towards talk about we need not just an internal European market, but we need an even much bigger market, for instance, with the US and ultimately, also with other countries. And so free trade agreements, an agenda of global free trade and creating multilateral free trade and investment treaties, that was really an agenda of the 2000s that was also very much promoted by the business elite represented through the European Roundtable. En avril 1994, les accords de Marrakech mettant en place l'Organisation mondiale du commerce sont signés. Cet accord constitue un Big Bang libéral du commerce mondial. Alors que les précédents accords régissant le commerce mondial ne concernaient qu'une soixantaine de pays et ne visaient qu'à libéraliser le commerce de marchandises, les accords de Marrakech couvrent 123 pays et s'étendent à de nombreux secteurs: services, textiles, télécommunications, marchés financiers. Le tarif extérieur commun, symbole d'une Europe autrefois protectionniste, est réduit au minimum. Un seul secteur restera protégé de la libéralisation contenue dans ces accords, celui du cinéma. Une distribution prestigieuse. Ils sont une vingtaine, acteurs, producteurs, réalisateurs, venus témoigner du caractère d'exception de leur art, incompatible selon eux avec les négociations du GATT. L'identité, la culture, ça ne s'échange pas. Si l'Europe abandonne son identité et sa culture, alors il n'y a pas d'Europe. Moi, quand j'ai voté pour l'Europe, quand j'ai voté pour Maastricht, c'est parce que j'étais convaincue que tous, vous alliez défendre ça, ce que nous représentons tous dans notre identité. C'est pour ça que j'ai voté pour vous. Et je compte sur vous pour l'exception culturelle. Alors que l'exception culturelle vient de naître, une autre disparaît. L'exception agricole qui figurait alors dans tous les accords précédents est supprimée. Alors que Mitterrand avait fait campagne pour le traité de Maastricht sur le thème d'une Europe qui protège, la Commission ira jusqu'à encourager certaines délocalisations. Question sur la délocalisation, un problème qui vous tient à cœur. Oui, parce que c'est un très grave problème pour les industries de main-d'œuvre, en particulier pour le jouet. Je rappellerai que l'industrie du jouet représente 20 000 emplois en France et que nous nous battons d'une manière dynamique puisque nous exportons en moyenne 40% de nos chiffres d'affaires. Donc, nous n'avons pu être que très choqués lorsque nous avons entendu les propos de M. Bergman, commissaire européen, lorsqu'il s'exprimait récemment devant le Parlement à Bruxelles, en proposant la complète délocalisation en Chine des secteurs industriels de main-d'œuvre, tels entre autres que le jouet. Alors, je peux me permettre peut-être de vous lire ces propos exacts parce que je pense que c'est grave. Dans les secteurs manufacturiers où la Chine est très forte, bicyclettes, certains types de chaussures et de jouets, on ne devrait pas essayer de l'arrêter par le biais de restrictions à l'importation, mais lui donner cette chance de se développer dans ces secteurs. Et en même temps, l'industrie européenne devrait décider d'abandonner les domaines où elle n'est manifestement pas compétitive et s'orienter vers d'autres secteurs plus prometteurs pour l'avenir. Partagez-vous cette opinion, Monsieur le Ministre ? En aucun cas et d'aucune manière. Les années suivant les accords de l'OMC, la Commission européenne multipliera les accords d'ouverture de son marché avec l'extérieur sans réciprocité, accords de libre-échange, accords d'association, ouverture de ses marchés publics. Un homme incarnera cette politique plus que tout autre. Et si je vous ai invité, c'est parce que l'ouverture à la mondialisation de l'Europe, le responsable, c'est vous. C'est vous qui, alors je vais vous rappeler cette période qui, aux côtés de Jacques Delors, justement, avait créé le marché unique qui permet aux États membres d'échanger leurs marchandises, que les gens puissent circuler librement et même les services puissent circuler entre les États membres. C'est vous qui avez ouvert les frontières de l'Europe au reste du monde quand vous étiez d'abord commissaire européen en charge du commerce et puis ensuite quand vous étiez directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors, devenu commissaire européen au commerce, se fera le porte-étendard systématique de la mondialisation. Toute la stratégie de Pascal Lamy pour justifier le libre-échange sera d'expliquer que la mondialisation
est un phénomène naturel et que des accords conclus dans le cadre de l'OMC permettent de maîtriser la mondialisation. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et demain, soit c'est les Américains, demain les Chinois et peut-être les Indiens, et puis nous, on regarde passer les trains, soit on s'y met, et à ce moment-là, il faut davantage le faire entre Européens. L'Europe, c'est notre outil pour maîtriser la mondialisation. Alors que l'Europe était présentée comme une chance de maîtriser la mondialisation dans tous les forums économiques du monde, la Commission prononçait sans jamais varier, sans discontinuité, toujours plus de libre-échange. Je pense que la globalisation va dans le bon sens, qu'elle est un facteur de progrès et que tout bien pesé, c'est cela qu'il faut faire. Maîtriser la mondialisation, c'est émettre des barrières, des protections, ce que la Commission n'a cessé de pourfendre sans relâche dans ses frontières et à l'extérieur, dénonçant chaque entrave au commerce des multinationales, chaque protection contre le libre marché. Conceding to protectionism will not remove the uncertainty and will only make a way out harder to find. Mais la mondialisation n'est pas un phénomène naturel. Jamais elle n'aurait été possible sans les centaines d'accords de libre-échange conclus à travers le monde et ratifiés par les gouvernements. L'Union européenne, à elle seule, a conclu plus de 100 accords d'association, de partenariats économiques ou de libre-échange à travers le monde pour libéraliser son commerce. Sans l'abaissement des droits de douane et des barrières réglementaires prévues par ces traités, aucun progrès technologique, quel qu'il soit, n'aurait permis la mondialisation. Jamais elle n'aurait pu voir le jour sans l'Union européenne. La mondialisation n'est pas tombée du ciel, elle a été pensée, planifiée, voulue. Elle est le résultat de réunions, de décisions prises par des hommes et des femmes visant à tisser un réseau d'accords libéralisant le commerce mondial. L'Europe n'a pas protégé de la mondialisation, elle l'a faite. C'est dans le contexte de libéralisme triomphant de la fin des années 90 que le patronat européen, le Royaume-Uni et l'Allemagne poussent à une accélération de l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Europe de l'Est libérés du joug soviétique. Alors que la plupart de ces pays sont sous le coup de procédures anti-dumping mises en place par la Commission européenne elle-même et que l'industrie européenne subit une vague de délocalisation, il est décidé d'élargir l'Union européenne à 12 nouveaux États membres de l'Europe de l'Est. J'ai toujours été favorable à l'élargissement. Pour une raison simple, que j'ai toujours développée, c'est que l'Europe, c'est d'abord et avant tout la liberté, l'histoire nous l'enseigne. C'est avant tout la paix et la liberté. La paix et la démocratie. C'est ça l'Europe. Et qu'à partir du moment où c'est, je l'ai dit 1000 fois et depuis toujours, où c'est la paix et la démocratie, on ne peut pas choisir ceux qu'on exclut ou ceux qu'on inclut dans un système de paix et de démocratie. J'ai la raison pour laquelle j'ai toujours été favorable à l'élargissement. Alors que les écarts de niveau de vie avec ces pays sont immenses, un rapport de l'Institut de Jacques Delors de septembre 2003 révèle que les risques de dumping social ont été ignorés par les négociateurs. Sur l'ensemble du processus, il y avait au sein de la haute administration française une vision très positive, en disant « Ah oui, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème de coûts en France trop élevé, ça va nous permettre de faire baisser les coûts. » Ça a été pensé comme tel, si vous voulez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les hauts fonctionnaires qui tiennent ce discours sont les mêmes que ceux qui ont tenu comme discours à la fin de la période Valéry Giscard d'Estaing, le discours sur le grand appel à l'immigration, là aussi, pour non pas baisser, mais au moins stabiliser les coûts salariaux en France. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir cette espèce de permanence sur une longue période, puisque on démarre en 75-76, jusque aux années 2000, voire au-delà, de hauts fonctionnaires qui disent les syndicats en France sont trop puissants, ils imposent des taux de salaire trop élevés, grosso modo, nous payons trop
nos ouvriers. Donc, il faut faire pression à la baisse sur les salaires. À minuit, le 1er mai 2004, l'élargissement est célébré dans la joie. À la même heure, les mesures anti-dumping dont il faisait l'objet tombent. Le dumping social est légalisé pour la première fois au sein de l'Union européenne. Avec des salaires 10 fois inférieurs à celui de la France, une fiscalité des entreprises à 0% pour certains pays, les conséquences pour l'industrie et les PME françaises seront dramatiques. Dans un contexte d'euro fort, une deuxième vague de délocalisation et de faillite commence. Donc regardez là par exemple des plaques slovaques, polonaises, donc ce qui constitue la majorité des plaques qui sont sur ce parking. En quelques mètres seulement, ce représentant régional des transporteurs routiers nous illustre le problème. Des dizaines de camions battant pavillon étrangers qui raflent les marchés. Il était temps selon lui que les États touchés prennent la mesure des choses. Lorsque l'on sait que certaines entreprises ont un coût social 2 à 3 fois moins cher qu'une entreprise française, les entreprises ne peuvent pas lutter à armes égales. Aujourd'hui, en moyenne, un chauffeur français est payé un peu plus de 2400 € brut par mois, contre 600 € pour un chauffeur polonais, 300 pour un bulgare. Pour les Verts, c'est une façon de s'afficher avant les élections européennes, mais pas seulement. Très souvent, l'Europe est présentée comme un danger. L'élargissement de l'Europe, c'est de la concurrence, c'est des difficultés commerciales, c'est des délocalisations, enfin des tas de fantasmes. Et les Verts croient que c'est une chance pour tous. Sur Internet, il suffit de lancer une recherche sur ces deux mots, délocalisation, Roumanie, et l'on découvre une liste de sociétés prêtes à vous trouver des locaux, du personnel qualifié, bref, tout ce qu'il faut pour délocaliser ces services informatiques, avec des intermédiaires basés à Paris et à Bucarest, qui jouent les VRP en haute technologie. Selon l'INSEE, en 2019, plus de 15 ans après leur adhésion à l'Union européenne, rien n'avait changé. Le coût horaire d'un travailleur français était de 41 € contre 8 € pour un travailleur bulgare, 9 € pour un travailleur roumain ou encore 12 € pour un travailleur polonais. Loin de remettre en cause la concurrence déloyale auquel leurs travailleurs sont soumis, les dirigeants européens, dont la France, ont accepté le principe de l'élargissement de l'Union européenne à 8 nouveaux États membres dont le salaire moyen net est 4 fois inférieur à celui d'un Français. Car en matière d'élargissement comme d'accord de libre-échange, ce sont les États qui ont le dernier mot, pas la Commission européenne. L'ouverture à la concurrence avec des pays à bas salaire ne s'est faite qu'avec le consentement des gouvernements et majorités successives. En 30 ans, pas un seul de ces accords n'a fait l'objet d'une évaluation de ses effets sur l'économie française, que ce soit avant ou après son adoption. C'est ce que révèle un rapport de l'Assemblée nationale du 28 septembre 2016. Selon ce rapport, pour prendre l'exemple de la France, le gouvernement français n'a jamais réalisé de réelles études sur l'impact d'un quelconque accord de libre-échange en vigueur. Écoutez, l'expérience, c'est que la mondialisation s'est faite sans discussion parlementaire. D'abord, elle a été faite par les gouvernements dans les assemblées du GATT et de l'OMC. Les ratifications qui ont été faites l'ont été par la Commission européenne, qui a le pouvoir et le mandat de négociation pour le compte de la France sur la position française vis-à-vis du reste du monde. Donc, le Parlement européen, qui est chargé de contrôler la Commission, n'avait pas le pouvoir de le contrôler, et les parlements nationaux ne pouvaient contrôler qu'à la marge certains accords. Il faut regarder ce qui a été déclaré dans les minutes, les archives des débats de l'Assemblée nationale après les accords de Marrakech. C'est indigent, ça passait pour des mesures techniques et c'était considéré comme des débats de spécialistes qui ne voyaient pas les conséquences de tout ça. Et évidemment, tous les artisans de ces accords, dont Pascal Lamy lui-même, qui est le grand mondialisateur à la tête de l'OMC et à la Commission européenne, et donc qui est l'artisan de notre malheur, et c'est un socialiste, j'allais dire, engagé dans le libéralisme, qui est l'auteur de cette destruction, donc il est responsable des malheurs économiques du pays, Lamy, donc c'est pour ça que je considère que c'est un adversaire qui doit être désigné. À l'époque, on faisait des mesures techniques. Eux-mêmes mentaient, minimisaient, dissimulaient leurs intentions.
Et il y a eu un réveil. Le premier réveil, il est venu des paysans. Hein. C'est eux qui ont dit, écoutez, maintenant ça suffit, les accords de libre-échange. C'est assez tardif. Et ils le prenaient sur des accords Union européenne, Mercosur, c'est-à-dire continentaux, de continent à continent, pas les accords bilatéraux qui, eux, sont ratifiés à toute vitesse. Sans aucune conséquence. Pourquoi on va se focaliser sur nos relations avec l'Indonésie? Parce que vous prenez l'Indonésie, c'est quoi? C'est 1 milliard peut-être d'échanges, au mieux. La Malaisie, c'est peut-être quand les années où on vend un sous-marin, c'est peut-être, mais sinon c'est quoi? C'est 200 millions. Donc quand vous découpez en petits bouts la mondialisation, vous la voyez pas naître, vous la voyez pas s'agrandir, vous la voyez pas s'aggraver. Et donc, c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. On va dire 94. Alors, il y a eu les altermondialistes qui ont lancé le mouvement dans les années 2000. Début des années 2000, il y a eu les grandes manifestations sur les sommets. Mais celui qui a mis fin à la mondialisation, c'est Trump, qui a sorti les droits de douane, a fait sauter l'OMC. L'OMC ne sert plus à rien. J'ai vu l'autre jour dans un symposium le numéro 2 de l'OMC. Je lui ai dit, vous servez encore à quelque chose? Il m'a dit non, plus à rien. Donc en fait, c'est fini. Maintenant, le monde se rétrécit et les droits de douane se reconstituent. Je regrette que l'Union européenne n'ait pas organisé la réciproque vis-à-vis de la Chine, des États-Unis, sur leurs droits de douane, remettre les mêmes. Et là, on aurait reconstitué un monde un peu plus vivable et plus acceptable. Mais s'il faut l'accord des États pour conclure des accords de libre-échange, il le faut aussi pour se protéger. Lorsqu'Angela Merkel et le Premier ministre chinois sont d'accord, c'est Bruxelles qui trinque. En particulier, l'idée d'une taxe que la Commission voulait imposer sur les importations en provenance de Chine. Ce serait une mesure qui ne causerait que des dégâts, sans avoir le moindre effet positif. Nous ne voulons pas qu'il y ait une taxe permanente sur les importations chinoises. Cible de ces attaques sino-allemandes, la proposition de la Commission européenne de taxer à 47% les importations de ces panneaux solaires made in China. Car selon Bruxelles, les Chinois pratiquent une concurrence déloyale. Pour faire baisser leurs prix et conquérir des marchés, ils subventionnent généreusement leurs entreprises. Seulement voilà, dans cette guerre commerciale, chacun rend coup pour coup. La Chine menace à son tour de taxer les produits européens et dans ce cas, l'Allemagne aurait beaucoup à perdre. Elle a exporté l'année dernière 66,6 milliards d'euros vers la Chine, contre seulement 15,1 milliards pour la France. Paris peut donc se permettre un bras de fer avec Pékin et soutient l'idée d'une taxe. Mais l'Allemagne a déjà rallié à sa cause 17 autres pays de l'Union européenne. Alors que les premières voitures électriques chinoises commencent à arriver sur le marché européen, l'industrie automobile française sera-t-elle la prochaine victime de la concurrence libre et non faussée européenne? Les États n'ont pas encore décidé, mais selon l'OMC, l'Union européenne adopte moins de mesures anti-dumping que l'Inde, le Brésil, la Chine, la Turquie, l'Argentine ou encore le Canada, et en adopte 3 fois moins que les États-Unis. Toujours selon l'OMC, les droits anti-dumping adoptés par l'Union européenne sont en outre moins élevés que ceux de ses partenaires. Entre 2002 et 2016, les droits anti-dumping américains à l'encontre des produits chinois s'élevaient en moyenne à 162% contre 43% pour les droits européens. Au lieu d'être une force, l'union d'intérêts divergents est une faiblesse. Mais revenons à 1990. L'harmonisation fiscale et l'Europe sociale ont échoué. La politique économique du gouvernement est un échec. Le pays frôle les 2 millions de chômeurs. L'Europe fédérale va alors devenir un projet de substitution et une obsession pour François Mitterrand, qui se rêve en père fondateur de cette Europe. La véritable union économique et monétaire ira ou doit aller beaucoup plus loin, pour peu qu'elle se dote, et c'est toute la question, d'une politique monétaire commune, d'une même monnaie, d'une banque centrale. Au demeurant, la recherche d'un équilibre entre union économique et union monétaire constituera, vous êtes nombreux à l'avoir dit, et justement,
constituera un puissant facteur d'intégration politique, nous amènera à revoir en profondeur le fonctionnement de nos institutions. Il nous faudra aller plus vite et garantir la légitimité démocratique de nos décisions. Cela ne se fera qu'avec des institutions rénovées. On le voit, on le comprend. L'union économique et monétaire signifiera qu'un pas décisif aura été accompli en vue de l'objectif qu'il faut bien désigner, l'union politique de la communauté. Ce rêve est également celui de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Delors. Le fédéralisme, c'est un guide. Ce n'est pas un mot qu'on ne doit pas prononcer. Ce n'est pas un mot pornographique. C'est une ligne de pensée. C'est la simplicité apportée dans le fonctionnement des sociétés ou des groupements de nations. C'est la clarté accessible aux citoyens. Sans clarté et simplicité, il n'y a pas de démocratie. Mais maintenant, je considère que devant ce qui se passe, et approuvant l'idée de François Mitterrand d'offrir une perspective d'une grande confédération aux autres, je pense que celle-ci n'est possible que si les 12, ou moins de 12, forment une vraie fédération. C'est-à-dire consistante. C'est-à-dire délègue des pouvoirs de souveraineté importants au centre. Il y aurait 3 éléments, la région, l'État, l'Europe. Vous êtes conscient du fait, parce que ce sont des choses que vous savez très bien, que quand on employait ce genre de termes à des moments historiques importants, ça a déclenché en France et dans d'autres pays européens de véritables guerres de religion politique. Et ça fait toujours pousser des boutons. Mais les Britanniques ne veulent pas entendre parler de fédéralisme. Le pari de Mitterrand, Delors et Valéry Giscard d'Estaing est d'y parvenir grâce à la monnaie unique qui créera un engrenage et forcera au saut fédéral. Ce qu'on fait, la construction de l'euro, c'est une construction fédérale. Les gens ont peur du mot, ils se cachent, etc. Mais une banque centrale unique, avec un euro-conseil, on verra comment ça marche, avec, j'espère, un comité parlementaire de l'euro, ça veut dire que le pan monétaire en Europe, il va être fédéral. Et s'il est fédéral, il ne faudra pas qu'il reste tout seul. Parce qu'on ne peut pas avoir un système fédéral dans lequel vous avez un truc qui est fédéral et les autres plus ou moins coopératifs, etc. La première étape de cet engrenage sera de faire l'union politique et l'union économique et monétaire. Mais l'Allemagne ne veut pas entendre parler de ce projet. Le peuple allemand est très attaché au Deutschmark et la Bundesbank est contre. Mais à la fin de l'année 1989, un événement vient bouleverser l'histoire. Le mur de Berlin tombe. L'Allemagne est sur le point de se réunifier. Mitterrand craint que l'Allemagne, déjà très puissante, devienne totalement hégémonique. Faut-il avoir peur d'une grande Allemagne, autrement dit de la réunification des deux Allemagnes? C'est désormais la question qui hante les esprits en France et en Europe, une question obsédante, même si personne n'ose la poser à haute voix. Une Allemagne, ça va. 2 Allemagnes, bonjour la confiance. Les économistes ont déjà fait leur compte. La RFA, qui produit déjà un quart des richesses européennes, confirmerait, dans le cadre d'une Allemagne réunifiée, sa suprématie économique continentale. En outre, elle consoliderait son rang de 4e puissance mondiale. Pour François Mitterrand, une monnaie unique européenne devient une priorité absolue. Ancrer l'Allemagne à l'ouest et avoir un droit de regard sur la politique monétaire allemande. La fameuse phrase de François Mitterrand. Nous avons cloué la main de l'Allemagne sur la table. Elle doit se comprendre géopolitiquement. La crainte de François Mitterrand, c'était d'avoir une Allemagne toute puissante en Europe. On va rechercher cette idée de noyer l'Allemagne dans un ensemble européen avec la monnaie. I think that German unification was a very important, if not the key catalyst in creating the euro. The objective of François Mitterrand and others, it was not him, but he was a big force, was to firmly anchor the Germans in Western European structures. This was not a purely monetary affair in my reading of history. This was a political thing. Right?
À la tête d'une Allemagne réunifiée, Kohl se rêve à son tour en père fondateur d'une Europe fédérale et accepte le projet de monnaie unique si ces conditions sont acceptées. La monnaie unique devra être faite et gérée selon le modèle du mark. Parce que les Allemands étaient attachés au mark. Et dans l'Allemagne d'après-guerre, le symbole de l'Allemagne, c'est le mark, en fait. Bon, finalement, les résistances ont été surmontées et les choses se sont mises en marche pour fabriquer la monnaie unique qui est devenue l'euro. Après, simplement, l'Allemagne a posé comme condition à l'époque, OK, on peut accepter, mais il faut que la Banque centrale soit totalement indépendante. Pas du tout la tradition française, mais c'était ça, ou alors pas de monnaie unique. Il y a 5 ans déjà, le choix du pays où serait implantée la Banque centrale avait donné lieu à une première bataille. Bataille gagnée par l'Allemagne avec Francfort. Les monnaies européennes se sont trouvées ancrées depuis quelques années à la Deutsche Mark. C'était plus ou moins tout naturel que le siège se trouve à Francfort. Francfort qui est aussi le siège de la Bundesbank, réputée faire la pluie et le beau temps sur l'Europe monétaire. C'est donc le choix de la continuité qui a été fait, avec un double aspect psychologique, rassurer les marchés financiers, rassurer aussi les Allemands hostiles à l'idée d'abandonner le mark. Moi, ce qui me fait peur, c'est que mon patrimoine perde de la valeur parce que le pouvoir d'achat de l'euro va chuter. Notre souhait, c'est celui d'un euro relativement fort. Un euro aussi fort que le mark, ce serait une bonne chose. Et justement, pour faire de l'euro une monnaie forte, une monnaie mondiale à l'égal du dollar, les statuts de la Banque centrale européenne s'inspirent largement de ceux de la Banque centrale allemande. Il y a une continuation entre la politique du Bundesbank et la politique de la Banque centrale européenne. Diriger la Banque centrale en toute indépendance, sans tenir compte des intérêts nationaux, c'est vraiment l'objectif. Et ils seront 17 à décider de la politique monétaire applicable dans l'ensemble des pays de la zone euro. Même si le président ne compte que pour une voix, dans un domaine où les effets psychologiques ne sont pas négligeables, sa personnalité peut influencer les marchés financiers. The Germans made very strong pushes to say, but this central bank must be prohibited from ever financing government debt. It must not, except for monetary policy purposes, it must not buy government debt. And they enshrined it in the treaty. And they said, for this monetary union that we have, and as long as we do not have a federal state in Europe, there must not be bailouts. So if one state is bankrupt, if the state has borrowed too much and it cannot refund maturing bonds, it has to go bankrupt. They put it in the treaty. I think the others, and here I would say the Mediterranean Alliance, kind of signed off on it because they needed the Germans to say yes to the euro. And the Germans said, but we will only say yes if this is enshrined in the treaty. Mitterrand acceptera toutes ces conditions. La monnaie unique sera allemande. Négocié de 1990 à 1991, le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992. Mais il y a un problème. L'article 3 de la Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le même article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie intégrante de la Constitution, prévoit quant à lui que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et en 1976, le Conseil constitutionnel avait jugé à propos de l'élection européenne au suffrage universel que les limites à la souveraineté étaient autorisées, mais que les transferts de souveraineté étaient contraires à la Constitution. Il concluait « La souveraineté, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale ». François Mitterrand saisit le Conseil constitutionnel le 25 mars 1992. Le Conseil constitutionnel, n'existant pas à l'époque du traité de Rome et n'ayant été saisi par personne concernant la ratification de l'acte unique, c'est pour la première fois que celui-ci se prononcera directement sur un traité européen.
Mais dès les premiers jours de délibération, le Conseil constitutionnel se refuse à vérifier la conformité à la Constitution des transferts de souveraineté opérés par le traité de Rome et l'acte unique. Le 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel rend sa décision et juge le traité de Maastricht contraire à la Constitution, en l'état. Selon le Conseil constitutionnel, le problème du transfert de la souveraineté monétaire n'est qu'un problème de forme. La Constitution devra être révisée pour prévoir des transferts de souveraineté, une telle possibilité n'étant pas prévue. L'article 3 est vidé de son contenu. Contrairement à la Cour constitutionnelle allemande, le Conseil constitutionnel n'ajoutera aucune condition ou limite au transfert de souveraineté. Aucun garde-fou, aucun contrôle parlementaire, aucune condition de réversibilité n'est exigée. Si le Conseil constitutionnel avait dû analyser le traité au regard de toutes les règles de fond contenues dans des textes à valeur constitutionnelle, alors d'abord, il aurait mis beaucoup plus de temps à rendre sa décision, celle-ci aurait été beaucoup plus longue, et ça aurait inévitablement conduit à des révisions de la Constitution qui auraient touché nos principes fondamentaux. Or, on ne le souhaitait pas. Donc, il fallait trouver un motif unique qui permette de s'en sortir ensuite par une révision de la Constitution qui consistait en fait en l'ajout d'une clause assez générale, et c'est sur la question de la souveraineté et des transferts de pouvoir. Finalement, les trois motifs pris par le Conseil concernent tous la souveraineté, les conditions d'exercice de la souveraineté, ce qui a permis, donc c'était une stratégie politique très importante de la part du Conseil constitutionnel qui n'envisageait pas de mettre réellement des bâtons dans les roues au pouvoir et qui n'envisageait pas d'être la cause d'un frein mis à la construction européenne. Donc, il a affirmé politiquement la souveraineté de la France, ce qui est, encore une fois, un acte très important de communication qui permet de se rendre aimable, entre guillemets, auprès de la population et éventuellement auprès de la classe politique, tout en permettant à celle-ci, cette classe politique, de surmonter facilement cette espèce de veto du Conseil constitutionnel en introduisant dans la Constitution des clauses générales indiquant que, il y a des pouvoirs qui sont transférés à l'Union européenne et ça ne porte pas atteinte à la souveraineté puisque c'est en vertu de la Constitution. Donc c'était extrêmement malin, de mon point de vue, de la part du Conseil constitutionnel, de s'écarter de la piste du fond. Ça lui a permis de passer au-delà de ça, de ne pas déclarer la philosophie du traité contraire à nos principes constitutionnels, mais simplement de souligner que c'est le fait même de donner certaines compétences à l'Union qui était une atteinte aux conditions d'exercice de notre souveraineté qu'il fallait en quelque sorte valider explicitement par la Constitution. Donc, politiquement et stratégiquement, le Conseil constitutionnel a pris le meilleur chemin. Il n'est pas sûr que ce soit le meilleur chemin pour la République sociale, c'est même sans doute exactement l'inverse. Un ultime recours existe devant l'Assemblée nationale, l'exception d'irrecevabilité. Elle sera portée par Philippe Séguin pendant 2h30 dans un discours resté célèbre. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Oh, je sais bien qu'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire
ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arguties, en réalité, n'ont qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Et de même, à force de renoncement, aussi ténu que soit chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Malgré de nombreux débats, l'exception d'irrecevabilité est rejetée. La souveraineté de la France est abandonnée par un amendement technique proposé par le député centriste Alain Lamassoure. Ce sera l'article 88.1 de la Constitution qui prévoit pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du pays que la souveraineté française peut être partagée. Le 12 mai, l'Assemblée nationale adopte la révision constitutionnelle sous les applaudissements. Pour 398, contre 77. Des rangs socialistes à ceux de l'UDF, les mines sont réjouies. Sur les bancs RPR, c'est le désarroi. Cette simple image illustre à elle seule les leçons d'un scrutin. La large majorité qui s'est dégagée ce matin pour adopter le projet de révision constitutionnelle comble d'aise les socialistes et souligne la cassure et le doute dans les rangs de l'opposition. Au bout d'une longue nuit où les batailles d'amendements se sont succédées. Le constat est là et il est amer pour le RPR qui a fait cavalier seul dans sa croisade en faveur de l'abstention. Et le 23 juin 1992, le Parlement réuni en congrès à Versailles adopte définitivement la réforme constitutionnelle. En parallèle de ces discussions, la question se pose alors de savoir si le traité doit être ratifié par référendum ou par le Parlement. Nous lui conseillons la procédure du Congrès, du Parlement. Parce que si on va au référendum, c'est livrer l'Europe aux surenchères, aux passions, à la récupération politique. Et il faut que la France honore ses engagements. Le non à Maastricht, c'est la logique de la désunion, c'est le dos tourné à l'entente franco-allemande. On n'a pas le droit. Au Danemark, c'est la voie référendaire qui a été choisie. Le 2 juin, la décision tombe. Surprise et aussi crise dans toute l'Europe. Les Danois, hier, ont dit non au traité de Maastricht. Malgré ce vote, les 11 autres États membres refusent de renégocier le traité. Dès le lendemain, Mitterrand annonce que la décision de ratification devra être approuvée par référendum. L'une des campagnes politiques les plus importantes de l'histoire de France s'ouvre. Alors que fin août, un sondage donne le non pour la première fois gagnant, François Mitterrand, jouant le tout pour sauver le oui, accepte un débat télévisé avec Philippe Séguin et des journalistes dans l'enceinte de la Sorbonne. Durant ce débat, Mitterrand développera l'idée d'une Europe qui protège et répétera à plusieurs reprises un mensonge. Les gouvernements conserveraient un contrôle politique de la future Banque centrale européenne. Il y a une chose inexacte qui a été dite par le président Mitterrand. Le président Mitterrand, pour rassurer, j'imagine, une partie de l'opinion, a dit, exactement, je le cite de mémoire, on me corrigera si ce n'est pas exact, il a dit les techniciens de la Banque centrale seront chargés en matière monétaire d'appliquer les décisions prises par les 12 chefs d'État et de gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. L'article 105, j'ai apporté le traité de Rome là, paragraphe 2, dit c'est la Banque centrale
qui définit et conduit et détermine la politique monétaire. C'est l'article 20. Voilà, et elle n'a absolument pas, même elle n'a pas le droit de recevoir des directives de quoi que ce soit. Donc, il faut bien voir que, contrairement à ce qu'a pu dire le président Mitterrand, ça n'est plus les 12 chefs d'État et de gouvernement, c'est la Banque centrale toute seule. La presse allemande est furieuse, la diplomatie française est obligée de démentir. This created a big outcry in Germany. Oh, he says this is not true, what we have negotiated. There was and then, of course, as always in diplomacy, the French side toned it down, and then the Germans said, okay, well, he had to say it. This was ahead of the referendum, and the French people, with a very, very narrow margin, said yes to the euro. Right? It was very, very, very narrow. The German politicians didn't even dare to ask the Germans. There was no referendum in Germany because everyone thought they would overwhelmingly say no. Le débat donnera un tour déterminant pour le oui. Le 20 septembre, les bureaux de vote sont ouverts. Participation des Français plus forte qu'au régional, plus forte qu'à l'élection référendaire de 1972 qui portait déjà sur l'élargissement de la communauté européenne. À 20h, sur un plateau très tendu de France 2, les résultats sont annoncés. Je crois qu'il est près de 20h et je pense que l'on peut donner la première estimation du résultat établi par l'Institut de sondage BVA pour Paris Match. Libération et France 2, la France dirait oui à l'Europe. Et elle le dirait de quelle manière ? 51% des Français diraient donc oui à l'Europe. Je dis bien dirait parce qu'il faut être très prudent. Le résultat est tellement serré que plusieurs personnalités du oui refusent de crier victoire. On arrive à si peu de voix, je ne veux pas me réjouir trop tôt. Elisabeth Guigou, même prudence que Simone Veil ? Bien sûr, parce que c'est très serré, on s'y attendait, mais voilà. J'espère que les estimations vont montrer que les Français auront choisi, au fond, de ne pas casser l'Europe. Mais attendons d'avoir quand même d'y voir un petit peu plus clair. Il semble que ce soit le oui. Si c'était le cas, bien sûr, ce serait une joie immense. Malgré un écart minime, le oui est finalement confirmé. Ce vote révélera une France coupée en deux, entre les gagnants de la mondialisation et ses perdants. J'avais dit, au début de la campagne électorale, qu'il y aurait à l'issue de ce scrutin ni vainqueur ni vaincu. Le vote de ce jour engage toute la France. Mais je respecte le sentiment des libres citoyens qui, en votant non, ont voulu sauvegarder les valeurs dans lesquelles ils croient. En renonçant à sa souveraineté monétaire, la France vient de prendre l'une des décisions les plus importantes de son histoire. Mais si notre souveraineté monétaire a pu être si facilement abandonnée, c'est parce qu'elle l'avait déjà été. Depuis 1983, une génération d'hommes a minutieusement préparé le terrain. Un argument qui reviendra sans cesse dans la bouche des partisans de la monnaie unique est que nous avions déjà perdu notre souveraineté monétaire qui était dictée par l'Allemagne. Mais avec la monnaie unique, nous aurions notre mot à dire, nous serions autour de la table avec les Allemands. Écoutez, je vous répondrai en me plaçant d'un point de vue franco-français, on m'en excusera pour une minute, que je préfère avoir une zone marque dans laquelle j'ai mon mot à dire qu'une zone marque dans laquelle je subis. Mais d'où vient cette idée que l'Allemagne décidait de notre politique monétaire ? Pour le comprendre, il faut remonter au début des années 1980. Une idéologie venue des États-Unis gagne du terrain dans la haute fonction publique, le monétarisme. What they did was to sign a pact with monetarism. And Paul Volcker a signé un pacte avec le monétarisme. Et le monétarisme dit que quand l'économie va mal, vous ne devez pas en tenir compte. Même si le chômage dépasse 10%, vous devez laisser faire et continuer. Selon cette doctrine, la lutte contre l'inflation est plus importante que la lutte contre le chômage et doit se faire à n'importe quel prix. Les salaires et les dévaluations sont accusés de nourrir l'inflation. La monnaie doit être forte. Car les meilleurs exemples de réussite économique et de création d'emplois sont par les pays qui ont une monnaie forte
et qui sont compétitifs et ouverts. Le monde ne peut pas être autrement. Naît alors l'idée folle, dans une partie de la haute administration, de rendre le franc aussi fort que le mark. Bérégovoy, ministre de l'économie, puis Premier ministre, sera le défenseur acharné de cette politique du franc fort. Au nom du franc fort, le recours à la dévaluation sera diabolisé dans le débat public. À partir de 1986, les gouvernements successifs refuseront systématiquement de dévaluer. Il faut, une fois pour toutes, mettre un terme à ces réalignements monétaires périodiques et asseoir notre développement sur une monnaie que nous devons défendre à tout prix. Les Français ne sont pas voués par le destin à des déceptions renouvelées. Qu'ils s'arment de courage et de volonté, qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils aient bon espoir. C'est de nous tous que dépend le succès. La variable d'ajustement de la compétitivité de l'économie doit se faire par les salaires et non plus par la monnaie. Pour défendre la valeur du franc vis-à-vis du mark, la Banque de France reçoit pour instruction d'aligner systématiquement ses taux d'intérêt avec les taux d'intérêt de la Bundesbank. Les résultats de cette politique seront catastrophiques. En 1990, l'Allemagne se réunifie. Les autorités allemandes décident qu'un mark de l'Ouest vaut un mark de l'Est. Des marks sont déversés par milliards sur l'Est. L'inflation réapparaît en Allemagne. Pour juguler cette inflation, la Bundesbank augmente ses taux d'intérêt à 9%. La France, qui ne connaît pas d'inflation, va décider d'augmenter ses taux d'intérêt à 10% au nom du maintien du système monétaire européen et du franc fort. Une mauvaise nouvelle quand même pour Pierre Bérégovoy. Impossible désormais de baisser les taux de l'argent en France, comme il souhaitait le faire pour favoriser l'investissement des entreprises. Les monnaies européennes sont solidaires, la décision allemande ligote la politique française. En France, indirectement, on paye donc un peu pour la réunification allemande. Comment en sortir? Quitter le serpent monétaire, dévaluer, exclu, dit le gouvernement. Le salut serait une nouvelle baisse des taux allemands, mais l'Allemagne, toujours reprise à des tendances inflationnistes, hésitera, même par solidarité, à faire un tel geste. Avec un taux entre 7% et 10% pendant plusieurs années, les crédits aux entreprises et aux particuliers deviennent exorbitants. L'activité s'effondre. La France connaît sa deuxième plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Paradoxalement, et malgré un franc fort, la France connaîtra un excédent commercial record en pleine récession. Cet excédent s'explique par un effondrement total des importations. Ou l'excédent extérieur, ce sont des résultats d'évolution défavorables. Parce que vous savez, c'est très facile d'avoir des exportations qui soient supérieures aux importations. Il suffit de baisser les importations. Hein, et pour baisser les importations, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Il suffit de faire en sorte que les gens n'aient pas de revenus pour importer et que le chômage se développe. Pour avoir une absence d'inflation, c'est très facile. Il suffit de faire en sorte qu'il n'y a plus du tout de pouvoir de négociation du côté salarial. Donc les salaires sont modérés, les entreprises font leurs profits encore mieux que par le passé, et le privé n'est pas dans la rue. Et le privé n'est pas dans la rue. Parce que, évidemment, le chômage a toujours été un moyen de discipliner les salariés. C'est évident. En 1993, le chômage atteint la barre symbolique des 3 millions de chômeurs. Vous vivez comme un échec le fait que le chômage ait augmenté et augmentera jusqu'à la fin de 1993 ? Comme une inquiétude, un échec, non. Le bilan économique du franc fort, c'est environ 1,5 million de chômeurs. C'est simple. C'est simple. Ça a été calculé. Fitoussi, par exemple, avait tonné pendant des années contre le franc fort, etc. Bien. Après, politiquement, le problème du franc fort, c'est qu'il matérialisait le fait que la classe politique française s'était mise sur ce point à la remorque de l'Allemagne, espérant gagner ainsi la confiance des dirigeants allemands sur d'autres terrains. On a vu ce qu'il en a résulté. Les faillites d'entreprises font perdre des recettes, le chômage crée de nouvelles dépenses pour l'État.
les déficits se creusent et en moins de 2 ans, la dette de la France double. L'évolution de déficit budgétaire de la France de 1980 à 1997. 1980, il n'y a pratiquement pas de déficit, 30 milliards. Rien du tout. Bon, ça a augmenté jusqu'en 88, 111. Ça a baissé un peu sous la première cohabitation. Juppé était d'ailleurs secrétaire d'État, ministre du Budget. On a baissé à 90. Et puis regardez, 91, 92, 93, la flambée du déficit français. Même si le gouvernement maintient le déficit 95 en dessous des 300 milliards de francs, celui-ci a véritablement explosé au cours des dernières années. La dette de l'État a suivi le même chemin pour approcher les 3 000 milliards de francs. Résultat, c'est plus de 500 milliards par an que l'État français doit emprunter et la France n'est pas la seule à avoir un déficit et des besoins à financer. Alors que la France a décidé de se priver toute seule des dévaluations, les autres pays n'en feront rien. L'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni dévaluent leur monnaie. Plusieurs industries en difficulté à cause des délocalisations, celles du textile, du meuble, de l'automobile, de la chaussure, seront sinistrées par ces dévaluations étrangères. Et le drame que nous vivons actuellement, c'est que nos marchés en Europe sont en train de s'effondrer par suite des dévaluations pratiquées par certains pays. Les premiers visés sont évidemment les producteurs italiens et espagnols. Ils profitent, semble-t-il, du grand désordre monétaire actuel en Europe pour pratiquer des décotes artificielles, allant jusqu'à 30%. La situation s'est aggravée depuis l'entrée de la Turquie dans le marché commun européen. À l'exception du patron du CNPF, le patronat demande l'abandon de la politique du franc fort. 71% des patrons sont pour la relance. C'est les conclusions d'un sondage Louis Harris publié aujourd'hui par Les Échos. Et même pour certains au prix d'un peu d'inflation. Les 2 PDG du groupe Accor, premier groupe hôtelier français, le disent depuis des mois. Paradoxalement, plus les dégâts sur l'économie seront importants, plus un consensus se fera autour de cette politique dans la classe dirigeante française. Une pensée née que quel que soit le résultat d'une élection, la même politique économique et monétaire doit être poursuivie. Ce que nous disons, et je reprendrai ce mot à Alain Touraine, il a dit au fond, le travail que nous avons fait, c'est le cercle du réel et du possible. Et c'est à l'intérieur du cercle du réel et du possible qu'un vrai débat démocratique doit s'instaurer. Alors, peut-être depuis 82-83, il y a, avec des nuances évidemment, une certaine continuité dans cette politique française entre vous-même, M. Bérégovoy, même M. Balladur d'une certaine façon. Cette politique aujourd'hui, continuelle, elle est très contestée en France, chez les socialistes, à droite, chez les patrons, comme chez les agriculteurs, etc. Est-ce qu'il y a une autre politique ? Vieux débat. Non. Cette politique sera largement inspirée par les hauts fonctionnaires de Bercy. Il y a une particularité française, et la particularité française, c'est que tous les gouvernements ont assuré que leur politique était la seule possible. Et ça, c'est très lié à la puissance de l'administration française, qui ne laisse guère de place aux économistes. Et c'est ce qui fait la faiblesse du débat économique en France, et cette idée totalement fausse qu'il n'y a qu'une seule politique. Alors, ceci étant dit, je voudrais rappeler que quand on parle de pensée unique, et quand on a dit qu'il n'y avait qu'une seule politique, dans les circonstances présentes, et depuis 10 ans, effectivement, c'est la politique du franc fort qui est en cause. Vous aviez d'abord des hommes politiques, des dirigeants, dont la connaissance de l'économie était assez faible, que ce soit Pierre Mauroy, que ce soit Bérégovoy, qui se fait largement intoxiquer par les hauts fonctionnaires de Bercy, parce qu'il n'a pas la possibilité de construire lui-même son autonomie de réflexion sur cette question-là. Si vous voulez, quand vous ne connaissez pas grand-chose à un domaine, et que vous avez des gens qui sont supposés connaître, et qui, c'est vrai, connaissent assez bien les mécanismes techniques, et qui viennent et qui vous disent « ça, on ne peut pas le faire », c'est dur de remettre en question leur avis. Pierre Bérégovoy et Édouard Balladur se laisseront convaincre par Jean-Claude Trichet, alors directeur du Trésor, que la Banque de France doit être indépendante pour mener à bien cette politique. Cela évitera à un futur gouvernement de la remettre en cause et de gagner en crédibilité auprès de l'Allemagne. Je trouve très bien que les autorités françaises s'engagent dans la voie d'une plus grande indépendance pour la Banque de France et que bientôt soient prises des mesures en ce sens.
Changement de statut pour la Banque de France. Elle prend aujourd'hui son indépendance, mais sa principale mission reste la même, assurer la stabilité des prix et empêcher le retour de l'inflation. Car la monnaie est au-dessus de la politique, quoi qu'en disent, quoi qu'en pensent les candidats, c'est la crédibilité de l'économie qui est en jeu. La politique monétaire doit être en dehors des mains de la politique. Un nouveau gouverneur pour la Banque de France, Jean-Claude Trichet, a 50 ans. Il prend la place de Jacques de la Rosière, récemment nommé à la présidence de la BERD. Cet énarque est l'ancien directeur du Trésor et c'est l'un des principaux artisans de la politique du Francfort. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, bonsoir. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir répondu à notre invitation parce que vous êtes un homme qui est extrêmement rare sur les plateaux de télévision. Je crois même que c'est la première fois. Vous vous exprimez ainsi publiquement. Merci donc. Donc on vient de le voir. Désormais, vous avez la garde de la planche à billets. Pour résumer, le pouvoir politique a perdu l'un de ses attributs essentiels, le pouvoir battre monnaie quand ça va mal. Jean-Pierre Chevènement parle d'abdication. Vous savez que cette autonomie de la Banque de France a eu quelques critiques dans le monde politique. Alors, question tout à fait directe, est-ce que on ne risque pas de voir la France suivre l'exemple de la Bouba allemande qui privilégie beaucoup la monnaie par rapport au chômage, par exemple ? À peine nommé premier gouverneur de la Banque de France indépendante, Jean-Claude Trichet exigera du gouvernement une baisse des dépenses publiques, des déficits et de la dette pourtant créés par sa politique. La Banque de France, que le gouvernement a voulu indépendante, fait véritablement preuve pour la première fois de cette fameuse indépendance en annonçant que la France doit avant tout réduire son déficit public. Premier message pour le gouvernement actuel et pour les futurs gouvernements. Nous leur demandons de réduire résolument les déficits publics. Ceux-ci sont aujourd'hui trop élevés et entravent le développement de l'économie productive. Les mêmes qui auront volontairement et prématurément renoncé à l'usage du pouvoir de dévaluation du franc pendant près d'une décennie décideront d'en priver définitivement et irréversiblement les générations suivantes avec la monnaie unique. En parallèle du Francfort, une autre contrainte voulue par la France s'appliquera en lieu et place des programmes et des alternances politiques. En 1995 se tiennent les premières élections présidentielles depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Pour la première fois dans l'histoire du pays, quels que soient les programmes des candidats, un seul programme est juridiquement contraignant, c'est celui de Maastricht. Quel que soit le candidat élu, le traité de Maastricht et ses règles de contraintes budgétaires s'appliqueront. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Il ne le sait pas encore, mais son septennat est déjà terminé. Il découvre, comme tous les présidents avant lui, qu'il ne peut appliquer son programme sans renoncer aux engagements européens. Avec Maastricht, tous les États membres, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni, se sont engagés à respecter 4 critères de convergence avant l'année 1998 pour pouvoir adopter la monnaie unique. Pour la monnaie unique, 4 critères. Il y a le taux d'inflation, il y a le taux d'intérêt de l'argent à long terme, il y a le taux de déficit budgétaire et il y a le taux d'endettement. Une course à l'austérité s'engage dans toute l'Union européenne. Là, comme partout en Italie, on a accepté de faire des sacrifices pour que le pays respecte les critères de Maastricht. Chacun a payé une taxe équivalente en moyenne à 2% de ses revenus, appelée Eurotaxe. En 2 ans, la pression fiscale a augmenté de 10%. Arrivé à l'Élysée, Jacques Chirac comprend donc qu'il doit poursuivre une politique d'austérité pendant au moins 3 ans s'il veut tenir l'engagement de la France d'adopter la monnaie unique. Pendant des mois, l'homme de la fracture sociale reste flou et s'interroge. Doit-il respecter les critères de Maastricht ou appliquer son programme ? L'Allemagne et les marchés financiers mettent la pression. Le 26 octobre 1995, le lendemain de sa première rencontre officielle avec Helmut Kohl, Jacques Chirac annonce à la télévision que contrairement à ses engagements de campagne, il mènera une politique d'austérité. Au plus mal dans les sondages, Jacques Chirac voulait rassurer hier, en particulier les milieux financiers. Le chef de l'État a même fait cet aveu. Il avait sous-estimé les difficultés qui l'attendaient. Appelons ça rigueur ou austérité, les Français vont devoir se serrer la ceinture pendant encore 2 ans. Ben Salama, Jean-Jacques Ledeuil.
Alors que, compte tenu du climat, compte tenu des questions... La priorité des priorités du chef de l'État, c'est la réduction des déficits publics. Tout au long de son intervention, Jacques Chirac a répété qu'il faudra faire des efforts et assure avoir le courage d'affronter l'impopularité. Je n'ai pas été élu pour être populaire. La France adopte cette politique uniquement parce que nous désirons avoir cette monnaie unique qui est la perte de la souveraineté française et que nous ne changerons pas, je vous l'annonce ici, nous ne changerons pas de politique tout seuls. Et la conversion de Chirac du 25 octobre signifie simplement... Vous en parlez comme d'une conversion religieuse. Conversion. Mais non, c'est une conversion. C'est une conversion dans la mesure où il est allé voir Kohl. Kohl lui a dit, écoutez, il faut continuer à faire ensemble ce que nous essayons de faire. Et si erreur il y a dans cette politique, c'est une erreur énorme. Jacques Chirac fait face à une triple contrainte. Contrainte budgétaire avec les critères de Maastricht, contrainte monétaire avec le franc fort et le refus de dévaluer, contrainte des marchés financiers. Autant de contraintes qu'il a aidé à faire naître. En novembre 1995, Alain Juppé présente un grand plan d'austérité pour permettre à la France de réduire sa dette et son déficit. Pour Chirac, il n'y a pas d'autre politique possible. Ce projet donnera lieu aux plus grandes grèves que connaîtra le pays depuis mai 1968. 50 000 manifestants dans les rues de Marseille, une très forte mobilisation du haut de la Canebière jusqu'à la place Castellane. Un cortège grouillant, 2 banderoles, 2 haut-parleurs. Sur de nombreux calicots unitaires, la CGT largement majoritaire, mais également CFDT et CFTC. Le secteur privé était là aussi, pétrochimie, BTP, banque, assurance et des chômeurs qui se sont joints au mouvement. À Lyon, c'est dès 11h ce matin que quelques 15 000 manifestants ont investi la ville, en tête des syndicats de fonctionnaires derrière, PTT, cheminots, personnel de santé et puis la coordination universitaire avec les étudiants et les lycéens. Là, nous sommes à Bordeaux et les manifestants ne sont pas tendres avec leur maire. Le gouvernement recule. Sans que les Français n'en aient forcément conscience, ces grèves sont les premières contre l'application du traité de Maastricht. Des économies sont faites ailleurs, mais cela ne suffit pas. Pour pouvoir être qualifié à la monnaie unique, une austérité plus grande est nécessaire. Mais avec cette politique austéritaire impopulaire, Jacques Chirac craint de perdre sa majorité lors des prochaines élections législatives prévues pour l'année 1998. Il fait alors le pari de provoquer ces élections législatives de manière anticipée, avant le vote du budget. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Une nouvelle campagne s'ouvre. Lionel Jospin, candidat pour la gauche, annonce qu'il subordonne l'adoption de la monnaie unique à 4 conditions. Bien, nous avons dit que nous mettions des conditions au passage à la monnaie unique, l'ensemble des pays dans la monnaie, un gouvernement économique face à la Banque centrale pour que la légitimité des peuples s'exprime et pas simplement les techniciens de la monnaie, et puis un euro qui ne soit pas surévalué par rapport au dollar, parce qu'il y a une bataille économique justement à conduire. La dimension est bien économique, elle vise aussi à une plus grande justice sociale. Jospin annonce également qu'il renégociera le pacte de stabilité. Le traité de Maastricht ne dit pas qu'il faut un pacte de stabilité renforcé sur le plan budgétaire, et je dirais même, pour répondre à M. Seguin, que le pacte de stabilité accepté par le gouvernement d'aujourd'hui au sommet de Dublin sur la pression des Allemands est contraire au traité de Maastricht. Ça, c'est un ajout au traité de Maastricht. Moi, je dis qu'il ne faut pas un pacte de stabilité renforcé, il ne faut pas juguler la croissance en France et en Europe qui est déjà trop faible, il faut au contraire un pacte de solidarité et de croissance. Qu'est-ce que le pacte de stabilité négocié quelques mois plus tôt ? Texte inspiré par les Allemands. C'est le mode d'emploi de l'euro une fois que la monnaie unique sera réalisée en 1999. Il interdit aux États membres tout dérapage budgétaire, pas de déficit supérieur à 3% sous peine de sanctions financières. De lourdes amendes infligées, sauf circonstances exceptionnelles. Une vision essentiellement comptable pour garantir la crédibilité de la monnaie unique. 2 hommes sont à l'origine de ce pacte. Hans Tietmeyer, président de la Bundesbank, et Theo Wegel, ministre des Finances de Helmut Kohl.
Depuis 1994, il demande que le traité de Maastricht soit durci avec des sanctions automatiques. En échange du pacte de stabilité, la France demande l'établissement d'une institution politique pour faire contrepoids à la Banque centrale européenne. Mais en décembre 1996, le pacte de stabilité est adopté au sommet de Dublin. Hormis le caractère non automatique des sanctions, la France n'obtiendra finalement aucune contrepartie. Theo Wegel triomphe. C'est dans ce contexte que la campagne des législatives sera dominée par la question de l'euro. L'enjeu est capital. C'est la bataille de la France. Car si les Français reconduisaient M. Juppé, cela voudrait dire une austérité à perpétuité. Car il n'y aura plus d'élections avant 2002. Et en 2002, nous serons dans l'euro. Voter, ça n'aura plus de signification. Le pouvoir sera dans les mains des banquiers de Francfort, entièrement indépendants du suffrage universel. Il faut que nos concitoyens comprennent que c'est un piège qui va se refermer sur eux. Le 2 juin 1997, le Parti socialiste remporte les élections. Une nouvelle cohabitation s'ouvre. Lionel Jospin est nommé Premier ministre. Le pari de Chirac est raté. Dès son élection, Jospin fait face à un dilemme. Le pacte de stabilité monétaire induit un plan de rigueur, qu'on le veuille ou non. Et Jospin, lui, serait plutôt favorable à un plan de relance. Alors il va se trouver confronté à ce choix, auquel Jacques Chirac s'était trouvé confronté en 1995. Il aura le choix entre l'Europe et la poursuite de l'euro, ou la relance de l'activité économique. Les deux ne sont pas compatibles. Jospin choisira l'Europe. Le gouvernement français sera au rendez-vous de la monnaie unique le 1er janvier 1999, dans le respect du traité. Débute alors avec la gauche une nouvelle campagne de réduction des dépenses publiques. Mise à contribution également certains organismes publics, mais aussi l'État, qui devra faire 10 milliards d'économies, 2 milliards pour le seul secteur de la défense. Un programme qui devrait en tout cas permettre à la France d'être au niveau de ses partenaires européens et qui a reçu ce matin un satisfecit du ministre allemand des Finances. Mais Jospin entend malgré tout réorienter la politique européenne. À défaut de parvenir à renégocier le pacte de stabilité, soutenu par Jacques Delors, il tentera de nouveau d'obtenir, avant l'adoption finale du pacte, l'établissement d'un gouvernement économique européen visant à rendre contraignante la coordination des politiques économiques. Et puis ça veut dire que si les banques centrales sont chargées de régler le fonctionnement de l'euro, il doit exister au niveau européen un gouvernement économique qui lui fixe les orientations économiques. Donc nous sommes en train de définir les conditions dans lesquelles, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Europe, on doit aller à la monnaie unique. L'instauration d'un gouvernement économique européen sera une demande constante des gouvernements français. Mais pour que l'action de la BCE trouve toute sa pleine mesure, elle doit pouvoir discuter avec un gouvernement économique. C'était ça l'esprit du traité. L'esprit du traité, c'est le dialogue, la démocratie et l'indépendance réciproque. Parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. Le gouvernement économique, c'est le grand rêve français, c'est le grand saut fédéral que devait permettre l'engrenage de Maastricht. Si la souveraineté monétaire a été transférée, la souveraineté économique doit également l'être au niveau européen, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Cette idée figurait déjà dans le rapport Delors de 1989 et dans le traité de Maastricht de manière non contraignante. Mais avec la négociation du pacte de stabilité, l'élite française réalise que l'euro a été intégralement soumis aux conditions allemandes et que sans coordination des politiques économiques, les intérêts français seront sacrifiés. Il ne faut pas en rester à une seule banque centrale. Là, il y aura un vrai danger de voir l'Europe se penser comme n'ayant comme seule institution qu'une institution technocratique. Et c'est très très dangereux.
Parce que dans ce cas-là, on aurait une Europe qui n'aurait qu'une banque centrale, l'euro serait un autre nom du marque, et la France deviendrait une sorte de province francophone d'une Allemagne plus grande. Ça, ce serait une tragédie. Moi, je pense que le traité de Maastricht n'est pas assez fédéraliste. Qu'il faut très vite penser à passer une étape de plus et mettre en face de la Banque centrale un vrai pouvoir démocratique, c'est-à-dire un ministère des Finances et ensuite un Parlement ayant un vrai pouvoir budgétaire et ensuite un vrai pouvoir politique. Ça, c'est tout à fait nécessaire. Un gouvernement économique européen est alors perçu comme le seul espoir de réparer cette erreur originelle. Mais au sommet d'Amsterdam, l'Allemagne, comme en 1991, comme en 1996, refusera toute contrainte sur sa politique économique. Le pacte de stabilité sera adopté définitivement sans aucune contrepartie. Je suis très satisfait de ces résultats. Le Conseil européen a accepté sans aucun changement le pacte de stabilité et de croissance. Pas de modification du pacte de stabilité, c'est le plus important pour la presse allemande, mais certains journaux vont plus loin. Selon le Berliner Zeitung par exemple, la France a cédé. Jacques Delors est furieux. Il sait que l'euro ne pourra pas fonctionner correctement sans que le pouvoir économique ne soit centralisé à Bruxelles. Quelques mois plus tard, après l'échec de négociation d'un gouvernement économique, Jospin, avec l'aide de son ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, tentera d'aboutir aux mêmes objectifs avec le projet d'harmonisation fiscale et sociale au niveau européen. L'idée de la France était d'opposer au pacte de stabilité qui était contraignant un contre-pacte européen pour l'emploi tout aussi contraignant avec des critères de convergence sociaux. Le Royaume-Uni de Tony Blair mettra son veto aux deux projets qui n'aboutiront sur rien de contraignant. Alors que 12 gouvernements sur 15 étaient de gauche, aucune avancée pour une harmonisation sociale n'aura été possible. Le 3 mai 1998, les taux de change entre monnaies sont gelés de manière définitive. Les dévaluations nationales sont officiellement impossibles. Le 1er janvier 1999, l'euro est inauguré sans qu'aucune harmonisation fiscale ou sociale n'ait été mise en place. Mais au départ, cette sorte d'ouverture du choc concurrentiel, elle va pouvoir faire de grandes victimes, dans la mesure où ni les régimes fiscaux, ni les régimes de protection sociaux ne sont harmonisés en Europe. Est-ce qu'alors là, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas raison d'être inquiets devant ce que va être cette ouverture du choc concurrentiel? Non, il faut être optimiste, il ne faut pas être naïf. Il y a des difficultés, mais il faut être optimiste. Alors que les marchés célèbrent l'euro dans le monde entier, Delors met en garde. Donc aujourd'hui, la monnaie unique, c'est pour la France plus de liberté, plus de marge de manœuvre en matière monétaire, à condition, bien entendu, que l'UEM réussisse. Ce qui veut dire que le pôle économique doit être organisé comme l'a été le pôle monétaire. Et c'est ça qui reste à faire, c'est la condition essentielle de la réussite de ce projet. Le 1er janvier 2002, les premières pièces et billets d'euros sont introduits dans l'euphorie. Ce 17 février sera donc inscrit dans les manuels scolaires comme la date officielle de la disparition du franc. Une cérémonie à Bercy a commencé il y a 1 heure. Elle met un terme à ces 641 ans d'existence pour notre monnaie nationale qui s'est souvent confondue avec l'histoire du pays. C'est un choix qui est irréversible. C'est un choix qui nous engage pour l'avenir. Et c'est un choix dont je suis sûr que nos enfants et les enfants de nos enfants tireront les plus grands bénéfices. Il n'a jamais été aussi radieux. Pour le gouverneur de la Banque de France, c'est le grand jour. Le franc disparaît, mais c'est toute l'orthodoxie monétaire qui triomphe aujourd'hui. Autrefois diabolisée, la pensée unique prend sa revanche, sans rancune. L'Europe. L'Europe est déjà une longue histoire. Elle est encore un long chemin. De plus en plus, elle sera notre quotidien. La création de l'euro ouvre une ère nouvelle. L'euro va changer l'Europe, et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure.
Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Mais pour que nous puissions être parmi les meilleurs, il faut défaire les nœuds qui nous empêchent d'avancer parfois, libérer nos capacités d'innovation, baisser nos impôts et nos charges qui sont parmi les plus élevés d'Europe, valoriser ceux qui créent, tirer le meilleur parti des nouvelles technologies. Voilà comment nous devons construire notre avenir. C'est une belle ambition, c'est une ambition raisonnable, et c'est la mienne. Mais après tant de sacrifices, l'euro est enfin là. Allait-il tenir ses promesses de prospérité ? Pendant 4 années, oui. De son lancement au mois de janvier 1999 au mois de décembre 2002, le taux de change de l'euro sera faible par rapport au dollar américain. Cela permettra au gouvernement Jospin de connaître des années de croissance. And you have still to play. And the British. Mais pendant les 2 décennies suivantes, l'industrie française va connaître un véritable cauchemar. Le 1er novembre 2003, Jean-Claude Trichet, l'homme du franc fort, est nommé gouverneur de la Banque centrale. Avant même sa nomination, Jean-Claude Trichet avait prévenu « l'euro doit être fort ». Non, je vous dirais une seule phrase, parce que sur ces sujets-là, il faut être très précis et rigoureux. Oui, c'est important. Et je dirais donc un euro fort est dans l'intérêt de l'économie européenne. Voilà ma référence, si vous voulez, s'agissant de la valeur externe. Mais un euro faible est dans l'intérêt des entreprises européennes. Non, absolument pas. Si, on voit Airbus est ravi de vendre beaucoup plus d'avions depuis que l'euro a perdu 25%. Personne n'a intérêt à ce que l'on soit sous-évalué, éventuellement. Pour une entreprise qui exporte aux États-Unis. Vraiment pas. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Deuxième critique. Une fois nommé, sa politique de taux d'intérêt soutiendra un euro fort. Alors il faut se souvenir tout de même que le président de la BCE, le français Jean-Claude Trichet, a été pendant des années comme gouverneur de la Banque de France le défenseur intraitable de la monnaie forte du franc fort à l'époque contre le mark. Et ce choix qui est très coûteux en emploi, en exportation, avait déjà à l'époque violemment déplu aux politiques. Visiblement, la religion de cet homme est faite depuis longtemps. Ce qui est bon pour une nation à long terme, c'est pas d'inflation et une monnaie forte. La croissance, elle reviendra d'elle-même. Eh bien, il faut croiser les doigts en souhaitant qu'il ait raison. Dans tous les secteurs exportateurs, le taux de change de l'euro sera vécu comme un calvaire pour les entreprises françaises. Baisse de marge, baisse des investissements, perte de compétitivité, perte de marché. L'industrie française est prise dans un cycle infernal. Dans cette entreprise de métallurgie, on fabrique des éléments de carte à puce. 90% du chiffre d'affaires provient de l'exportation hors Europe. Ici, on est donc touché de plein fouet par l'euro fort et le dollar faible. Début 2003, 1 euro équivalait encore à 1 dollar. L'entreprise était donc concurrentielle. Aujourd'hui, quand une entreprise américaine facture un produit 20 $, OG Découpage le facture, lui, 20 €, soit, avec le taux de change actuel, près de 24 $. Son produit a donc pris 30%. Résultat, une baisse du chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Ça implique que forcément on ne recrute pas, on ne remplace pas les départs en retraite. On est obligé de serrer encore en termes de structure, de coûts et trouver des solutions de productivité, bien entendu. Donc je dirais que ça ne va pas dans le sens qu'on souhaiterait, comme pour une société en développement, comme on a toujours fait en fait.
Autre solution, réduire les marges, s'implanter en Asie où les coûts sont moindres et surtout attendre que le dollar se renforce. Et enfin, un tout dernier mot très rapide, Monsieur Désérable, c'est une bonne chose l'euro pour les entreprises picardes, l'économie picarde? Oui, c'est une très bonne chose pour les entreprises picardes et pour l'économie picarde. C'est une très bonne chose pour les entreprises qui exportent et qui vont voir s'ouvrir un marché considérable. Et c'est une très bonne chose aussi pour les plus petites d'entre elles parce qu'elles vont pouvoir, elles aussi, avoir de nouvelles clientèles. Merci, Monsieur Désérable. Des bénéfices qui ont également fondu dans cette PME. Installée en région parisienne, elle fabrique des alliages de cuivre pour l'industrie électronique. Tous les prix sont en dollars et ses principaux concurrents produisent en Asie. Avec un dollar à 1,30 €, cette PME vend aujourd'hui à perte. À 1,1, à 10, à 15, nous arrivions, avec nos performances industrielles, à suivre l'évolution du marché. Aujourd'hui, à 1,30, nous ne suivons plus l'évolution du marché. Un euro fort est dans l'intérêt de l'économie européenne. On a fait beaucoup d'efforts et en 8 mois, tous les efforts qu'on a faits ont été complètement annihilés par le dollar qui est passé de 1,40 à maintenant plus de 1,60. Pour rester compétitive, l'entreprise améliore chaque jour sa productivité. Mais cela ne suffit pas. On leur demande d'aller plus vite, de faire plus et on ne sait pas trop pourquoi. Les gens ont du mal d'ailleurs à comprendre pourquoi d'un seul coup leurs efforts sont tombés à zéro alors qu'ils les ont réellement faits. L'an dernier, la chute du billet vert a coûté 8 millions d'euros à l'entreprise, soit 4% du chiffre d'affaires. Conséquence, la direction va délocaliser une partie de la production. L'entreprise a construit une usine au Mexique de 500 personnes, un site qui aurait dû voir le jour ici, à Château-Renaud. Donc, qui va gagner? Eh bien, ceux qui vont gagner sont les gens qui ont intérêt à ce que la monnaie soit stable, c'est-à-dire au fond les épargnants, et je dirais la partie laborieuse de la population, parce que c'est celle qui ne joue pas avec la monnaie. C'est celle qui conserve des comptes d'épargne, des encaisses, et ainsi de suite. Elle va gagner parce qu'elle va avoir une monnaie stable. Elle ne sera plus jamais volée. L'autre ensemble qui va gagner, à mon avis, ce sont les entreprises qui veulent jouer le jeu de la concurrence. Si cela continue, l'industrie exportatrice fuira l'Europe. Le message est clair. Pour Louis Gallois, le président exécutif de ADS, l'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne. Louis Gallois dénonce une nouvelle fois dans une interview publiée ce matin dans le Figaro la politique de l'euro fort de la Banque Centrale Européenne. Son président Jean-Claude Trichet justifie, lui de son côté, le niveau actuel des taux d'intérêt car il correspond à ce qui est nécessaire pour maintenir la stabilité des prix à moyen terme dans un contexte inflationniste. Et dans ce contexte, Louis Gallois prévient, nous allons accroître le contenu en dollars de nos avions et inciter nos fournisseurs à s'installer plus fortement en zone dollar. Ce que je voudrais, au début de cette conversation, c'est que je voudrais que les Français soient un peu enthousiastes dans cette affaire. Je vous dirais tout à l'heure pourquoi. C'est quand même une idée française qui réussit, parce que les autres font beaucoup de bruit, mais enfin, c'est une idée française, qui réussit, qui va changer la vie, dans un sens positif pour tout le monde. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Français, je voudrais qu'ils en soient heureux et même enthousiastes. Alors pour relancer la machine, il faudrait vendre plus, mais l'euro, trop cher, casse nos exportations, tandis qu'avec des produits en dollars de moins en moins chers, eh bien les entreprises américaines se régalent. Et ce n'est pas fini, hier encore, le président de la Banque Centrale Européenne, autrement dit le gardien de l'euro, jugeait inévitable la poursuite de la baisse du dollar. Politiquement, on a un peu tendance à être fier d'une monnaie forte, mais économiquement, c'est trop. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, comme certains spéculateurs, un dollar, un euro à 1,50 $, par exemple? Certains spéculateurs l'espèrent. Le pire n'est jamais sûr, mais on peut toujours essayer de le calculer. À partir d'1,20 $, l'euro commence à perdre des parts de marchés mondiaux en masse. À 1,50 $, ce serait la catastrophe, la récession durable et aggravée en Europe, au seul profit symétrique de la croissance américaine. L'euro a enregistré aujourd'hui un nouveau record historique. Il a atteint pour la première fois 1,39 $ face à un billet vert fragilisé par le ralentissement économique américain. Économie, un nouveau record pour l'euro, toujours plus haut. La devise européenne a passé la barre de 1,40 $ et même jusqu'à 1,41 $. Pour ceux qui souhaitent aller passer des vacances aux États-Unis, c'est le moment. Mais rappelons que la France regrette, elle, ce très haut niveau qui pénaliserait la compétitivité de ses entreprises à l'exportation. Et puis on vient d'apprendre que sur le marché des changes, cette fois, l'euro a dépassé pour la première fois le seuil de 1,45 $. L'euro qui a dépassé les 1,47 $ sur le marché des changes aujourd'hui, c'est du jamais vu et cela aussi
c'est une nouvelle donne pour l'économie européenne. Nouveau record pour l'euro qui s'échange désormais à plus d'1,5 $, une baisse qui pénalise les économies européennes dont les produits sont plus chers à l'exportation. Et j'ajoute que l'euro a battu un nouveau record en franchissant la barre des 1,52 $, notamment sous l'effet des dernières déclarations du président de la Banque centrale américaine sur les difficultés de l'économie aux États-Unis. L'euro lui aussi a battu un record aujourd'hui à 1,60 $. Au fur et à mesure que l'euro progressera face au dollar, la balance commerciale de la France, qui était encore excédentaire en 2002, s'effondrera et deviendra déficitaire dès 2005. Cela fait aujourd'hui 18 ans que la balance commerciale française est déficitaire. Selon une étude du CEPI, dépréciation et appréciation ont des effets quasi symétriques pour les entreprises. Une appréciation de l'euro de 10% entraîne une diminution des exportations de 6%. Entre 2002 et 2008, l'euro s'est apprécié de 55% face au dollar. En juin 2008, alors que l'euro atteint les 1,55 $, son plus haut historique, Jean-Claude Trichet refuse de baisser les taux d'intérêt. On annonce une hausse du taux demain encore, du taux de l'euro. Mercredi. Oui. Ce que j'en pense. C'est une mauvaise décision. Oui. C'est une mauvaise décision. Mais écoutez, je crois que la BCE et son indépendance doit être préservée, devrait se poser la question de la croissance économique en Europe et pas simplement de l'inflation. Je m'explique là-dessus. En 2007, Nicolas Sarkozy avait fait campagne pour une Europe qui protège, mettant en cause la Banque centrale européenne et la Commission. Puis une deuxième chose que je veux dire, je crois dans la monnaie unique et je crois dans l'Europe. Mais moi je n'accepte pas la façon dont est géré l'euro. Si ça continue, on va plus pouvoir construire un seul avion en Europe. Est-ce que vous savez que quand l'euro s'apprécie de 10 centimes, Airbus a une facture d'1 milliard d'euros? L'euro s'est apprécié de 30% par rapport au dollar. Mais c'est ce qu'ont dit tous les partisans du non au référendum. Oui, mais moi je dis que j'étais un partisan du oui, et je dis que je demanderai à nos partenaires de gérer l'euro comme les Américains gèrent le dollar, les Japonais le yuan, les Chinois le yuan, et les Anglais la livre sterling. Moi je veux qu'on fasse la priorité, qu'on donne la priorité au travail et aux travailleurs, pas à la valeur de la monnaie. La monnaie, ça doit être un instrument au service de la croissance et de l'emploi. Dès son élection, il tente d'obtenir, comme Lionel Jospin en 1997, que les ministres européens des Finances puissent donner des orientations sur le taux de change de l'euro à la Banque centrale européenne. L'Allemagne, désormais dirigée par Angela Merkel, ne voudra rien entendre. Bonsoir. Vous vous sentez isolé ce soir dans votre croisade contre l'Eurofort ? Absolument pas. Pourtant, quelques minutes avant elle, au même endroit, son homologue allemand a jeté un pavé dans la mare. Je préfère un euro fort à un euro faible. Et pour être sûr que le message est bien passé, il ajoute même « J'adore le cash et l'euro fort ». En fait, la France n'a non seulement pas réussi à convaincre ses partenaires sur l'euro, mais en plus elle a appris que ses déficits seraient une nouvelle fois examinés en janvier prochain. Je le dis clairement, la France a abandonné le franc, l'Allemagne a abandonné le mark, et cela a été un pas considérable. Si nous voulons conserver la confiance dans l'euro, nous devons le laisser en dehors du débat politique. L'euro doit rester une affaire indépendante et laissée à la Banque centrale européenne. C'est la position allemande et elle est très ferme. Au début des années 2010, États-Unis, Japon, Chine se lancent dans une guerre des monnaies en maintenant leur monnaie à un niveau artificiellement bas pour doper leur exportation. Une fois de plus, la Banque centrale refusera d'intervenir, laissant les exportateurs européens démunis. Les États-Unis aussi sont montrés du doigt. Seule l'Europe aurait une politique monétaire vertueuse, mais qui lui coûte de plus en plus cher. Sur l'euro, c'est un fait, et c'est très très malheureux, que les grandes nations industrialisées ont laissé accréditer l'idée qu'elles recherchaient pour elles-mêmes, pas en Europe en effet, mais pour elles-mêmes, japonais ou anglais ou américains, une monnaie nationale qui soit faible, aussi faible que possible.
Ce n'est pas, à vrai dire, ce qu'ils ont fait en intervenant sur les marchés d'échange, mais ils ont laissé s'accréditer cette idée. J'ai toujours été très hostile à la guerre des monnaies. Je considère que c'est une très mauvaise chose. Et évidemment, c'est une aberration que de voir que les autres monnaies baissent alors que la nôtre monte un peu. Tout de même, on s'aperçoit, quand on a eu les chiffres aujourd'hui sur la désindustrialisation en France, que le niveau de l'euro est cité comme une des raisons qui a fait qu'on a fermé 1000 usines ces dernières années en France et plus de 200 l'année dernière. Alors écoutez, je crois que le bilan de M. Trichet sera fait un jour et que, un peu comme on a appris dans les livres, que le franc or a été une bêtise dans les années 20 à 30 et que ça a été un des facteurs majeurs de la crise européenne, je crois que l'idée d'un euro fort, quand elle devient aussi dogmatique, restera comme une des raisons de la désindustrialisation en Europe. Face à une banque centrale voulue indépendante, le pouvoir politique français ne pourra que constater, impuissant, l'industrie française s'effondrer. L'Europe, elle s'honore d'être un grand marché, mais elle le défend mal face aux concurrences déloyales. Elle laisse sa monnaie, l'euro, vulnérable à des évolutions irrationnelles. Alors que l'industrie française s'est effondrée pour devenir une des plus basses d'Europe, avec la même monnaie, l'industrie allemande a connu un tout autre destin. En 1998, la balance commerciale de la France était en excédent et supérieure à celle de l'Allemagne. Mais dès 2001, on observera 3 ans après l'introduction de l'euro que les courbes de balance commerciale entre l'Allemagne et la France se croiseront. Cette divergence ne fera que s'accroître de manière spectaculaire avec le temps. Plus la balance commerciale française s'effondrera, plus la balance commerciale allemande explosera, comme si l'euro favorisait l'Allemagne et handicapait la France. Pourquoi ? Depuis que les dévaluations ont été rendues impossibles avec l'euro, il n'existe plus que 2 leviers à une économie appartenant à l'eurozone pour être compétitive vis-à-vis de ses voisins et de l'extérieur. Baisser les salaires ou baisser la fiscalité. En l'absence d'harmonisation sociale ou fiscale, l'Allemagne, avec les lois Hartz, a choisi, contrairement à ses voisins, de diminuer les salaires de ses travailleurs ou de limiter très fortement leur hausse. Chez nos voisins, un travailleur sur 5 gagne moins de 8,50 € de l'heure, soit moins que le SMIC français qui est à 9 €. Et parmi eux, 1,2 million reçoivent moins de 5 € de l'heure. On voit même fleurir des mini-jobs à 400 € par mois à plein temps. En un an, les salaires ont baissé de 5% et pourtant l'économie allemande, elle, va plutôt bien. 3,7% de croissance l'an dernier et 3% cette année. En Allemagne, cette femme offre par exemple ses services pour 6 € de l'heure, 2 € de moins que le tarif légal français. La législation en Allemagne autorise à rémunérer des personnes pour 1 €, ce qui n'est pas le cas en France. Il n'est pas possible de descendre en dessous du SMIC. Toute personne qui essaierait de proposer un emploi ou un service en descendant en dessous de cette limite ne pourra pas faire diffuser son annonce. Les salaires n'ayant pas baissé chez ses voisins, ceux-ci ont constitué une demande extérieure suffisante pour compenser la baisse de sa demande intérieure. Mais cette politique ne pouvait constituer un modèle réplicable. Si vous voulez, fondamentalement, un pays ne peut être considéré comme un modèle que si sa stratégie est réplicable à d'autres pays. Bon. Or, la stratégie allemande n'est pas réplicable. C'est une stratégie qui est hautement spécifique et qui, effectivement, est une stratégie de passagers clandestins par rapport à ses partenaires. Si vous voulez, il faudrait que l'Allemagne, d'une certaine manière, sorte de l'euro et réévalue de 20 à 30% par rapport au niveau de l'euro. Tant qu'elle ne le fera pas, elle sera en situation de passager clandestin dans l'Union européenne. Well, it's very simple. That's what the English call beggar thy neighbor. The Germans put pressure on the wages, on their wages. So their unit labor costs were much lower than needed and necessary in the monetary union. Unit labor cost, to say that, is the most important determinant of inflation. And if you want to have an inflation target of 2%, your unit labor cost should increase by 2%. Germany violated that rule, and it did it
on purpose. It was not by chance that it happened. It was purposeful violation of that rule because Germany wanted to improve its labor market functioning, and it wanted to reduce its unemployment more than the others, obviously. And that led to an improvement in competitiveness in Germany. And this improvement in competitiveness was clearly a loss of competitiveness in France and in Italy, for sure, for all the other countries. And Germany won not only in the European markets, but in the international markets against France and Italy. France lost a lot in the following years in China, for example, against Germany. Because the German cars, for example, were suddenly not after a couple of years, were by 20% cheaper than the French cars. And that was a big problem. And it is still today a big problem. And Angela Merkel reaped the dividends of the reforms that this government had taken. And she didn't do anything. Si tous les pays européens avaient modéré ou diminué les salaires de cette manière, il n'y aurait eu aucune demande extérieure pour les produits allemands. Mais ce n'est pas la seule raison. Si l'euro est trop fort pour l'économie française, il est également trop faible pour l'économie allemande depuis le milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. The D-Mark certainly would have had a higher value and the trade surplus would have been much smaller and imports would have been much cheaper. The living standard of Germans would have been much higher. Yeah, because what do you have if Germany is too cheap because of these mechanics of the euro? It means that it has to pay very high prices for the imports or deliver many goods it produces itself to buy the import goods. A revaluation would have reduced the surplus, the trade surplus, and would have helped the German living standard. That's a misunderstanding with what many people have, that they think it is good for a country to have a trade surplus. What a nonsense from an economic perspective. L'Allemagne faisait, avant la crise Covid, entre 7 et 8% du PIB en excédent de sa balance commerciale. Ce sont des chiffres inouïs, même supérieurs aux Chinois. Si vous voulez, l'excédent commercial allemand, en proportion, était supérieur à l'excédent commercial de la Chine, il faut le dire. Bon. Et deuxièmement, ce sont des chiffres qui ne sont pas sains. Le taux de change de l'euro vis-à-vis des autres monnaies sera toujours trop fort pour certaines économies et trop faible pour certaines autres. Sans rien faire, l'Allemagne vit donc avec une monnaie structurellement sous-évaluée qui lui confère un avantage compétitif permanent. À l'inverse, avec l'euro, la France vit avec une monnaie surévaluée pour son économie, lui conférant un handicap chronique. Quand vous avez un euro fort, vous êtes pénalisé par rapport à la zone dollar, aux autres pays. Mais par ailleurs, comme au sein de la zone euro, l'économie allemande est légèrement dépréciée et l'économie française et italienne est légèrement appréciée, ça vous donne un avantage immédiat à l'Allemagne. Donc il faut bien faire attention, il faut bien distinguer les effets qui sont les effets intrazones des effets qui sont extrazones. Si la France avait gardé le franc, celui-ci aurait baissé, rendant automatiquement la France plus compétitive et corrigeant à la hausse la balance commerciale française. Et sur lequel nos vendeurs s'arrangent très bien. Vous savez, dévaluation du franc, réévaluation du mark. En fait, on peut vous le dire, nos prix en Allemagne se défendent très bien. Inversement, si l'Allemagne avait gardé le Deutsche Mark, celui-ci serait devenu trop fort par rapport au franc, au dollar ou au yuan, et les exportations allemandes auraient diminué mécaniquement. Avec l'euro, cette correction mécanique du taux de change interne de l'Allemagne ne peut plus avoir lieu. Et évidemment, par contre, l'existence de l'euro a un coût élevé sur l'économie française. Pourquoi ? Parce que l'euro, du fait de la présence des pays laxistes en son sein, a un taux de change par rapport au dollar, ou par rapport au yen, ou par rapport au yuan, qui est plus faible que le taux de change qu'aurait l'Allemagne seule. Par exemple, si on avait aujourd'hui le Deutsche Mark, eh bien, il aurait un taux de change nettement plus important par rapport au dollar. On serait à 1,45 $,
peut-être 1,50 $ et pas 1,17 $ comme on l'est aujourd'hui. Mais inversement, le taux de change de la monnaie italienne, enfin de l'économie italienne et de l'économie française, est trop élevé. Et donc, on voit ici que l'euro favorise très largement l'Allemagne et est une charge très lourde, que ce soit sur l'économie italienne où ça pèse le plus d'ailleurs, ou sur l'économie française. Le point d'ailleurs est répété depuis des années par le Fonds monétaire international. Chaque année, le FMI publie un rapport indiquant le pourcentage d'écart entre le taux de change de l'euro et le taux de change auquel l'euro devrait être pour chaque pays. Selon ces rapports, en moyenne depuis 2012, le taux de change de l'euro est trop fort de 5% pour la France et trop faible de 12% pour l'Allemagne. Malgré une même monnaie, l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne résultant de l'appartenance à la zone euro est donc de près de 17% en faveur de l'Allemagne depuis plus de 10 ans. Même chose sur l'Italie. Bon, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même les institutions internationales reconnaissent que l'euro, aujourd'hui, pénalise les pays du Sud, France, Italie, Espagne, bon, et avantage de manière considérable l'Allemagne et un petit peu aussi les Pays-Bas. En 2022, alors que l'euro était à la parité avec le dollar et pouvait être considéré comme faible, le FMI jugeait que l'euro face au dollar restait trop élevé de 7,1% pour la France. En 2022, le déficit commercial français atteignait un record de moins 164 milliards d'euros. L'euro devait faire converger les économies, mais avec un taux de change unique trop faible pour les uns et trop fort pour les autres, avantageant les premiers, handicapant les seconds, l'euro n'aura pour résultat que la divergence des économies européennes. Le taux de change de l'euro n'a jamais été tenable pour la France, mais il l'était encore moins pour un autre pays. Fin 2009, la Grèce, dont la compétitivité s'était effondrée avec l'euro, révèle que ses déficits et sa dette avaient volontairement été sous-évalués par les gouvernements précédents. L'euro, dont la crédibilité reposait sur le respect du pacte de stabilité par ses États membres, est soudainement remis en cause. Les taux d'intérêt de la dette grecque explosent. Les dirigeants européens comprennent très vite que le risque pour la zone euro est existentiel. Si la Grèce sort de l'euro pour regagner en compétitivité, elle démontre aux yeux du monde entier que l'euro n'est pas irréversible et donc que d'autres États moins compétitifs comme l'Espagne, l'Italie ou la France peuvent suivre. Inversant la cause et les conséquences, l'Allemagne présentera la crise grecque comme ayant été causée par un manque de discipline budgétaire et non un problème de compétitivité dû à l'euro. There is no sovereign debt crisis. There was no sovereign debt crisis. There has never been a sovereign debt crisis. It was called a sovereign debt crisis by the Germans mainly, but it was not a sovereign debt crisis. It was at that time already the crisis that we have been talking about, namely the crisis of diverging competitiveness. Greece was the country with the highest unit labor cost, and Germany was the country with the lowest unit labor cost. In the middle was France on the right path. Italy was too high, and some others were too high. So those that were higher, Spain, Italy, and Greece, they got under pressure. It was not a sovereign debt crisis. It was so to say, only mirrored in the valuation of sovereign debt in the financial markets, in the speculative financial markets. They speculated around because they said this is the only object that they had. There was no exchange rate. If the countries would have had an exchange rate, they would have speculated with currencies. But there were no currencies, so they speculated with what are they speculating? They're speculating with treasury bills. But doesn't mean that is the crisis of the treasury bill. No, it was the crisis of the countries, and the crisis of the countries was the crisis of competitiveness and nothing else. So it was only the German interest to call it sovereign debt crisis, and then to go on for pushing for cut in public expenditure. So this is nonsense. In my view, it's plain nonsense. En 5 ans, 3 programmes d'austérité seront imposés à la Grèce, causant un effondrement de son économie. Ces programmes se solderont à chaque fois par un accroissement de la dette grecque. Dans le même temps, la crise a révélé une chose.
Les États du sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France ne sont plus compétitifs avec l'euro et ne peuvent plus dévaluer. Dès 1995, un rapport du Sénat prévenait. On peut craindre que, faute d'ajustement et de protection par le moyen de taux de change de leur monnaie, les régions méridionales de l'Europe ne soient ruinées industriellement par les délocalisations de production. En France, Nicolas Sarkozy comprend enfin les implications économiques de l'euro. En l'absence par l'Allemagne de réévaluation de ses salaires et de ses investissements pour que l'écart de compétitivité avec la France et les autres pays diminue, il devra procéder à une dévaluation non monétaire, c'est-à-dire baisser les salaires et la fiscalité. En novembre 2011, les premières réformes structurelles pour faire baisser le coût du travail en France sont annoncées. À partir de cette date, la politique économique française de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, n'aura qu'une seule obsession et une seule boussole: rendre les coûts unitaires de production français inférieurs à ceux de l'Allemagne. Vous pouvez voter ce que vous voulez. Tout président de la République élu, qui a été élu sur tel ou tel programme, alors vous pouvez faire Chirac, la fracture sociale, vous pouvez faire Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, vous pouvez faire Hollande, mon ennemi c'est la finance. Chaque président de la République, le lendemain de son élection, François Falcon va à Berlin, et là, il efface tout ce qu'il a dit. Parce que la chancelière ou le chancelier dit « Ce que j'ai entendu pendant la campagne, il dit non, c'est pour les Français. Mais nous, on fait les choses sérieusement. » C'est ça qui se passe à chaque fois. Alors, le seul qui n'a pas joué l'hypocrisie, c'est Macron, qui a dit, bah oui, on va s'aligner sur l'Allemagne. Donc, il a fait la politique allemande. Mais lui, au moins, il l'a dit. Il faut lui rendre cette grâce. Les autres ont raconté autre chose. Alors, et la conséquence de tout ça, c'est que vous votez, mais il ne se passe rien. Mais vous voyez bien que 75% des Français ne sont pas d'accord avec cette politique, qu'ils ont tous voté non au référendum il y a 20 ans, constitutionnel majoritairement, et aujourd'hui, si on votait, ce serait pire. C'était 55%, on ira à 75, je pense 70 aujourd'hui. Et en conséquence de quoi, il n'y a plus aujourd'hui de liberté de décision économique tant qu'on est en situation de faiblesse. On est obligé de s'aligner sur l'Allemagne. Donc, on s'aligne sur la réforme du droit du travail, sur le niveau de protection sociale, les retraites, on s'aligne. Et l'agenda de la Commission est fixé par l'Allemagne. Coût unitaire de production, c'est-à-dire compétitivité des entreprises, c'est l'alpha et l'oméga. Et nous disons aussi le plus de flexibilité possible un peu dans tous les domaines. Le CICE, loi Macron, loi travail, baisse des impôts de production, toutes ces réformes poursuivent ce même objectif. Si ces réformes étaient voulues, certaines ont pour la première fois dans l'histoire du pays été imposées. Et c'est ça que prévoit le pacte de stabilité et de croissance. Il prévoit d'imposer aux membres de la zone euro des décisions qui ne leur plaisent pas nécessairement. Car entre-temps, au niveau européen, un nouvel arsenal législatif a été mis en place entre 2011 et 2013. Le Six-Pack et le Two-Pack, un ensemble de directives et règlements visant à un renforcement considérable du pacte de stabilité et de la procédure de déficit excessive prévue par le traité de Maastricht. Nous devons, pour la zone euro, ce qui est un cas différent des autres pays, renforcer la gouvernance économique avec beaucoup plus de discipline et de convergence, et nous l'avons fait. Dans le jargon communautaire, c'est ce qu'on appelle le Six-Pack et le Two-Pack, c'est les législations pour donner plus de convergence, comme maintenant. Pour la première fois, et encore une fois, ce n'est pas un pouvoir que Bruxelles a inventé, les États membres nous ont donné à nous, Commission européenne, le droit et le devoir d'analyser ex ante les plans budgétaires. C'est un niveau d'intégration comme jamais vu en Europe. Deux nouvelles procédures sont également introduites, le semestre européen et la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif. Starting from what was called the Six-Pack back then, it was a set of 6 European laws. A new discipline was introduced called the macroeconomic imbalance procedure. What that means is that the Commission defines a set of indicators that show whether an economy is on a good course or on a bad course. And it was not, I mean, at the time, I don't think in the public debate it was really
clear to that many people that the European Union was walking into a very new terrain there. Because now it was not just about the finances of the state, it was actually about economic policies. And there's one thing that stands out with the macroeconomic imbalance procedure, and that's about wages. From very early on, it was clear that the Commission was going for a system that would allow European initiatives to suppress wages, to make sure that wages were kept in check. Was the philosophy, it would be detrimental to competitiveness if wages were to go up in an uncontrolled fashion. So some indicators had to be agreed on that would allow political initiatives to keep them down. Soutenu par la France qui voyait dans ces textes un embryon de coordination des politiques économiques et donc d'un gouvernement économique européen et la possibilité de contraindre l'Allemagne à augmenter ses salaires, elle votera tous ces textes au niveau européen. Dans l'indifférence quasi totale des médias, ces textes ont introduit un changement majeur dans la vie politique nationale des États membres de la zone euro. Je pense pour ma part qu'il faut au contraire surmonter cette crise, et on y reviendra peut-être, en allant un coup plus loin dans la construction européenne. Pardonnez-moi, mais est-ce que les États... C'est quoi un coup plus loin, puisque vous en êtes là? Allons-y tout net. Moi, je pense que la zone euro doit devenir une Europe d'essence fédérale, avec un vrai gouvernement économique. C'est ce que souhaite le président Sarkozy depuis longtemps. Il a obtenu en grande partie satisfaction. Des progrès considérables ont été faits dans ce sens. Il faut une procédure budgétaire coordonnée. Ça y est, ça s'appelle le semestre européen. Il faut une politique monétaire qui implique à la fois la Banque centrale européenne, mais aussi le gouvernement économique. Et il faut une politique d'harmonisation fiscale. On ne peut pas vivre dans une zone avec la même monnaie et des pays qui ont un taux d'impôt sur les sociétés de 12, d'autres qui ont un taux de 33. Et voilà ce que j'appelle le avant que ces vœux deviennent économique européen, ça veut dire que ce gouvernement aura la possibilité, comment sera-t-il nommé, ce gouvernement et par qui, mais la possibilité de contraindre la France à réduire ses dépenses publiques, à modifier sa fiscalité. C'est assez inimaginable quand même aujourd'hui. Ce sont des concepts riches de potentialités. Non. Il y a déjà des inapplicables aujourd'hui. Pas du tout. Il y a déjà des transferts de souveraineté extrêmement importants. Et nous avons déjà souscrit à un plan de stabilité et de croissance qui nous oblige à faire un certain nombre de choses. Et on voit bien que nous tiendrons pas, on sait pas. Écoutez, si on s'efforce aujourd'hui de le faire, c'est bien parce que précisément on veut respecter cela. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin dans cette direction. C'est en tout cas ce que la France essaye de faire. Les recommandations de réforme que la Commission et le Conseil font chaque année aux États deviennent obligatoires et contraignantes sous peine de sanctions pour les États faisant l'objet d'une de ces procédures. There's something important here to be aware of because there are recommendations and then there are recommendations. In many ways, the European semester are about let's just call it friendly advice with no political teeth. Ideas about how education could be improved or social conditions for the youth or whatever. And then there are a set of recommendations that are linked to laws that enable the EU institutions to sanction, to fine a member state if they don't act according to the recommendations. Ces textes se retourneront immédiatement contre la France. La procédure de déficit excessive, dont elle fait déjà l'objet, se renforcera et est mise sous surveillance concernant ses déséquilibres macroéconomiques. Durant tout son quinquennat, François Hollande et le Parlement français se verront imposer par la Commission et le Conseil une série de réformes. Le 29 mai 2013, la Commission présente sa liste. Sous peine de sanctions, la France doit réformer ses retraites et son système d'indemnisation du chômage, réduire les cotisations patronales, ouvrir les services et les professions réglementées à la concurrence. Devant les caméras, François Hollande s'indigne. En ce qui concerne les réformes structurelles, notamment les réformes de retraite, c'est à nous et à nous seuls de dire quel sera le bon chemin pour atteindre l'objectif. Nous avons 20 milliards de déficit des régimes de retraite à l'horizon 2020. Donc de toute manière, nous aurons à faire cette réforme, nous la ferons dans la concertation, nous la ferons dans la justice, nous la ferons dans la responsabilité. Mais la Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Elle a simplement à dire que la France doit rétablir ses comptes publics, ce qui est la vérité.
Pourtant, la Commission dispose bien de ses nouveaux pouvoirs en vertu du Two-Pack. François Hollande le sait, car c'est lui-même qui a fait voter ces nouvelles règles au Conseil de l'Union européenne par la voix de son ministre des Finances Pierre Moscovici. Tous les 6 mois, pendant 2 ans, la France, sous quasi-tutelle, présentera des rapports et des plans aux exigences bruxelloises sans jamais que le Parlement français, mis devant le fait accompli, n'ait un droit d'amendement sur ses programmes de réforme. Comme Chirac avant lui, François Hollande aura été l'artisan de sa propre impuissance. Que ce soit en France ou dans les autres États de la zone euro, les recommandations iront de manière quasi systématique toujours dans le sens d'une réduction des dépenses publiques et de la flexibilisation du marché du travail. So we looked into how many times the European Commission has proposed to make cuts or to make the health sector more cost effective, which often means the same thing. And we found that since the beginning of the European semester in 2011, the Commission has proposed to member states 76 times to introduce some sort of cutting exercise or some way of making the health sector more cost effective. Selon un rapport de la Commission sur la même période, la France aura mis en œuvre, au moins en partie, près de 2/3 de ces recommandations. Avec des politiques d'austérité et de dévaluation interne simultanées, les demandes intérieures et extérieures s'effondrent dans la zone euro, qui est, depuis sa création, la zone à la plus faible croissance dans le monde. Ayant réorienté ses exportations hors de la zone euro, seule l'Allemagne s'en tirera durant cette période. Pour autant, les travailleurs allemands n'ont rien gagné de l'euro. Ils ont été les premières victimes des dévaluations internes nécessitées par l'appartenance à la zone euro, qui fait des travailleurs les variables d'ajustement de l'économie européenne. At the first glance, it seems, I have to be careful, it seems that there are winners and losers and Germany is a winner. No, it's not true. They're all losers. They're all losers from the German policy. The German policy has led, as I mentioned before, has led to the stagnation of the whole European economy in the last 10 years. And that was a big, big price that had to be paid, but it was paid by everyone. It was even paid by Germany, although Germany had the highest growth rate. It was much lower than it could have been if Germany would have followed the right policies from the beginning. So it's a bit more complicated. Cette course à l'austérité n'est pas derrière nous, elle va reprendre. En 2020, avec la crise du coronavirus, le pacte de stabilité avait été suspendu. Mais selon un document de la Commission européenne, les procédures de déficit excessif seront de nouveau imposées à compter du 19 juin 2024. Il est hautement probable qu'au printemps 2024, la France, comme une dizaine d'autres États européens, sera en procédure pour déficit excessif. Nous sommes au-dessus des 3%, c'est une surprise pour personne. Tant que nous ne sommes pas sous les 3%, nous sommes dans cette procédure. La France sera de nouveau sous tutelle pour des années. Car entre-temps, le 29 avril 2024, un nouveau renforcement du pacte de stabilité a été adopté par les ministres des Finances de la zone euro. This is the most comprehensive reform of our governance model to date. We need to gradually reduce public debt and at the same time invest massively in the economy of the future. So we need to implement the new rules as of next year because private investors are attentive to the state of public finances. They're waiting for a very clear signal. Quel que soit le président élu, quelle que soit sa couleur politique, la diminution du niveau de vie et des acquis sociaux sera le prix à payer pour garder la monnaie unique. Sans harmonisation fiscale ou sociale, sans budget assurant une mutualisation des gains et des pertes causées par un taux de change unique, et sans que jamais ses implications économiques et politiques ne soient explicitées, dès son lancement, l'euro était voué à échouer. La question n'est plus de savoir si l'euro peut être sauvé, mais s'il doit être sauvé. Aujourd'hui, les pouvoirs de la Commission ne cessent de croître. Elle indique aux États les réformes qu'ils doivent passer, négocie les accords de libre-échange, contrôle la façon dont ils soutiennent leur entreprise, poursuit ceux qui adoptent des lois entravant la liberté de circulation des capitaux, des biens, des services, et met sous tutelle budgétaire ceux qui ont un déficit excessif. Mais de tous ces pouvoirs, il en est un encore plus grand,
celui de proposer les lois pour 448 millions de citoyens européens. Avec en moyenne 130 directives et règlements adoptés chaque année depuis 20 ans, la Commission a usé de ce pouvoir sans modération. Contrairement à ce qui existe dans une démocratie, le Parlement européen ne dispose pas du droit de proposer ses propres lois. Il ne peut que voter, modifier ou rejeter une directive ou un règlement proposé par la Commission. À titre de comparaison, en France, entre 2017 et 2022, sur 350 lois adoptées, 114 avaient été proposées par le Parlement. La Commission dispose donc de plus de pouvoir qu'aucune autre administration de l'Union européenne en matière économique. Heureusement, des garde-fous solides avaient été mis en place pour éviter qu'un tel pouvoir ne soit capté par de mauvaises mains. L'ancien président de la Commission européenne, recruté par la banque américaine Goldman Sachs. Une nomination qui n'en finit pas de faire des remous. Pendant 10 ans, José Manuel Barroso a travaillé main dans la main avec des chefs d'État, pour la plupart toujours en fonction. C'est ce réseau qui est venu chercher Goldman Sachs. L'information a provoqué un tollé chez les eurodéputés. Moins d'1 an après la fin de son mandat, José Manuel Barroso cumulait 22 nouveaux postes. Now he had technically followed the rules, but the rules were those devised by the Commission itself. So we suggested a number of things. We made a number of recommendations in relation to that, and a number of things did happen arising out of that. The cooling off period for presidents of the Commission, that is the period before they can take up a job, or the period during which they actually have to ask permission to go to a particular job, was extended to 3 years. And for commissioners, it was extended to 2 years. Mais José Manuel Barroso n'est pas un cas isolé. Dans sa commission, un tiers des 26 commissaires sortants sont passés dans le privé et ont été recrutés au conseil d'administration de nombreuses multinationales qu'ils étaient en charge de réguler en tant que commissaires. Viviane Reding, commissaire à la justice et aux médias, est partie chez Nyrstar, une compagnie minière, chez Agfa Gewart, une société informatique, et dans la fondation Bertelsmann liée à l'empire médiatique du même nom. Karel de Gucht, commissaire au commerce, est parti chez Proximus, ArcelorMittal et dans les fonds d'investissement Merit Capital et CVC Partners. Nelly Cross, commissaire au digital, est parti chez Uber, Salesforce et Bank of America Merrill Lynch. Avant son entrée en fonction en tant que commissaire, Nelly Cross siégeait dans plus de 20 conseils d'administration, McDonald's, Volvo, Lockheed Martin. I think there are a lot of advantages for industry, for corporations, when they hire someone from a government or a public role. They bring with them their contact books, they bring with them their insider knowledge, they bring with them a certain amount of prestige, if you like, an understanding of how the system works, and all of that can then help an industry, can help a particular organisation to improve their own influencing and to improve their reputation, if you like, in the minds of those who are left behind in government. I think it's perfectly possible to be able to regulate an industry without relying upon the expertise of industry. And I mean, if governments want the expertise of industry, you don't bring them in to work for you. You might hold a public hearing to understand what they are saying and to feed that into the policy-making process, but you do not employ them as a regulator. That is not necessary. What we need is a properly funded, a well-resourced, a public sector with a much greater capacity to be able to regulate industry themselves from a public interest perspective. And when it comes to this revolving doors issue, I think the EU administration needs to look down the road a bit and see where this can lead to. Because something that I've noticed over the last while is that, you know, before 10, 20 years ago, civil servants didn't generally go into the private sector. Even politicians didn't go into the private sector. Now it's emerged as a sort of a new career option for people. And knowing that it's a career option is itself problematic. Because let's say you're working in the Commission, I'm not saying this happens, but you know, this is the perception. You're working in the Commission, you're working on important files. You might have seen some of your
colleagues go into very well-paid jobs in the private sector. You might make yourself attractive to the private sector. Is that going to influence the way you do your job? I mean, these are questions that the Commission really has to ask itself, and our investigation is by way of assisting the Commission in working through those issues. Because, I mean, lots of people, nowadays, the days when you would spend 30, 40, 50 years in the same administration or the same company, they're long gone. A lot of people will move, maybe 3, 4, 5 times in the course of their career. But in relation to public administration, it really is incumbent on those in charge to make sure that the public interest is the one that is protected and not just the private interest. Aujourd'hui, rien n'a changé. Le nouveau commissaire à l'environnement est un ancien employé de Shell, une des plus grandes entreprises pétrolières au monde et qui avait dépensé en 2023 5,5 millions d'euros en lobbying auprès des institutions européennes. Mais le pantouflage est largement pratiqué aussi bien à la Commission que dans un grand nombre d'institutions européennes. À titre d'exemple, 3/4 des lobbyistes de Google et Facebook sont des anciens employés des institutions européennes. En mai 2019, José Manuel Campa, lobbyiste de la banque espagnole Santander, était nommé président de l'autorité bancaire européenne. Au mois de septembre de la même année, le numéro 2 de cette autorité était nommé chef exécutif de l'AFME, un des plus grands lobbies de la finance. Les institutions européennes sont aujourd'hui en état de siège. Tout autour de la Commission, du Conseil et du Parlement européen siègent cabinets de lobbying et de consultants, associations professionnelles, multinationales, think tanks. Les contacts entre fonctionnaires, hauts fonctionnaires, eurodéputés et lobbyistes sont permanents et quotidiens. En 2023, sur les 30 organisations avec lesquelles elle a eu le plus de réunions, la Commission avait tenu 3 fois plus de réunions avec des représentants de multinationales qu'avec des représentants de travailleurs, de consommateurs ou avec des défenseurs de l'environnement. Business Europe avait à elle seule eu 430 réunions avec la Commission, soit plus d'une par jour. C'est une société américaine, Google, qui arrivait en 2e position avec 360 réunions. En termes de dépenses, parmi les 80 organisations dépensant le plus en matière de lobbying, aucune ne représentait les travailleurs, les consommateurs ou les défenseurs du climat. À titre de comparaison, en 2023, Fleishman Hillard avait un budget de lobbying de 10 millions d'euros contre 1,7 million pour la Confédération européenne des syndicats, la plus grande organisation de travailleurs. 3 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour influencer les décisions européennes. Alors qu'on compte 7000 lobbyistes à Berlin et 2600 en France, on estime à 30 000 le nombre de lobbyistes basés à Bruxelles. Parmi eux, 7500 disposent d'un badge d'accès au Parlement européen qui compte 705 parlementaires, soit 10 lobbyistes pour chaque eurodéputé. Les choses vont-elles changer ? La Commission européenne ne semble en tout cas pas le vouloir. Elle, qui est la seule à pouvoir proposer une régulation des relations des institutions européennes avec les lobbies, a annoncé en 2023 que le nouveau comité d'éthique proposé à la suite d'un scandale de corruption avec le Qatar ne serait doté d'aucun pouvoir d'investigation et d'aucun pouvoir de sanction. Rien ne changera, d'autres scandales suivront, car le pantouflage et les contacts avec les lobbies sont devenus une culture et un système. Être commissaire ou haut fonctionnaire à Bruxelles n'est plus une vocation, mais une étape dans une carrière professionnelle où les allers-retours entre le public et le privé s'enchaînent, où chaque passage dans le public permet de valoriser un carnet d'adresses bâti au fil des années, où hauts fonctionnaires, commissaires, consultants, lobbyistes viennent du même monde, se connaissent, nouent des amitiés, se retrouvent aux mêmes événements et pensent la même chose. L'intérêt général européen que la Commission défend est bien souvent celui des multinationales. Bruxelles est devenue au fil du temps le partenaire privilégié des grandes entreprises. Pendant des années, des décennies, des liens professionnels ont été tissés entre la haute fonction bruxelloise et ses entreprises. Les régulés deviennent les régulateurs, noyés dans un conflit d'intérêts systémique et permanent. En associant la Commission aux industriels sans créer dans le même temps de puissants garde-fous, Jacques Delors a laissé le loup entrer dans la bergerie. Le peuple européen à qui la Commission rendait compte existe. Il s'appelle Shell, Total, Bayer, BASF, Google, Microsoft, Volkswagen. Après l'Europe sociale, après l'Europe qui protège, la souveraineté européenne est présentée comme la nouvelle promesse de lendemain qui chante. Mais pour être démocratique, la souveraineté ne saurait être européenne.
elle ne peut être que populaire. Et qu'est-ce que la souveraineté ? La souveraineté est une idée qui a exclusivement à voir avec le fait de délibérer et de décider. La souveraineté, c'est que nous décidons. Ce ne sont plus les puissances divines qui nous dictent ce que nous devons faire, ce ne sont plus leurs envoyés spéciaux, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est cela et cela seulement. Ainsi rigoureusement conçue, la souveraineté s'assimile en totalité à la démocratie. Le principe de la souveraineté, ça n'est pas autre chose que le principe démocratique lui-même, c'est-à-dire le droit de délibérer et de décider de toutes les matières qui intéressent les politiques publiques, tout le temps. Or, ce droit de discuter et de rediscuter de tout le temps, qui est le cœur même de la démocratie, ce droit-là est annulé par la construction européenne, puisqu'il existe un très grand nombre de politiques publiques qui ont été soustraites au périmètre de la délibération démocratique ordinaire pour être sanctuarisées dans des traités qui sont comme de juste inaccessibles. De telle sorte que, de toutes ces questions absolument fondamentales, elles semblent lointaines, elles semblent abstraites, mais elles sont déterminantes pour les conditions matérielles d'existence des populations, de toutes ces questions, nous ne pouvons plus discuter. Et j'en donne très rapidement la liste. La Banque centrale, doit-elle être dépendante ou indépendante ? On n'en discutera pas, la réponse a été donnée. Doit-elle consacrer uniquement ses efforts à la lutte contre l'inflation ou doit-elle se préoccuper de croissance et d'emploi ? On n'a plus le droit d'en discuter. A-t-elle le droit de financer monétairement les déficits ? On n'a plus le droit d'en discuter. Au nom de l'Europe, les principes les plus élémentaires de la démocratie ont été sacrifiés. Au nom de l'Europe, les acquis sociaux de la résistance ont été remplacés peu à peu par les acquis libéraux consacrés par les traités. Au nom de l'Europe, la France, par la voix de ses représentants, s'est dessaisie, traité après traité, directive après directive, de pans entiers de sa souveraineté en matière économique, condamnant chaque majorité, chaque président, chaque alternance à l'impuissance. Arrivés au pouvoir, ils ne peuvent que constater que les outils autrefois à la disposition de l'État, droits de douane, taux d'intérêt, taux de change, prix de l'électricité, sont ailleurs, transférés à Bruxelles, à Francfort ou au marché. Piégés par l'engrenage européen, un transfert de souveraineté en appelant un autre, le seul pouvoir qui leur reste est celui d'en perdre plus. Les traités gouvernent nos vies et programment notre destinée. Ils ont un nom, un visage, un parti, un candidat. Cette histoire a été écrite pour nous il y a 30 ans. Changeons-la.